Alors, bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour cette émission en direct du mercredi 21 mars 2012. Il est 14h05, désolé des 5 minutes de retard. Alors, j'attends votre confirmation au niveau du son et image. Donc aujourd'hui, on va recevoir Fabrice Coustet de CMC Market, donc responsable de CMC Market, qui va nous appeler en quelques instants. J'attends juste votre confirmation au niveau du son et de l'image, me dire si c'est OK. Voilà, si tout est bon. Et ensuite, on va donc commencer. Alors... Voilà, c'est bon, me dit bébé, ok, donc je vais appeler Fabrice. Alors, ok. Fabrice. Attends, je réponds. Attends, excuse-moi Fabien. Oui, pas de problème. Hop. Presque prêt donc. Oui, allô? Oui, Fabrice, est-ce que vous m'entendez? Ouais, très bien. Ok, parfait. Donc, bonjour, donc Fabrice Coustet, donc responsable de CMC Market France, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok, très bien. Donc, ça y est, donc on est en direct dans le cadre de l'émission. Donc, je vais vous laisser dans un premier temps vous présenter, et puis il y aura plusieurs questions qui vont venir, qui vont découler de ça. Donc, aussi, ce sera aussi moi qui vous les poserai que les membres du site via le chat Vidéo Bourse. Donc, voilà, je vous laisse vous présenter. Ok, bonjour. Bonjour à tous. Donc je suis Fabrice Coustet, le directeur général de CMC Markets France. Je vous parle en direct des Champs-Élysées où on a établi nos bureaux au numéro 37. Peut-être certains d'entre vous sont déjà clients et sont venus. Et puis on a démarré l'aventure CMC Markets pour la France en novembre 2010, donc juste après le salon actionnariat il y a 2 ans, et donc ça fait 1 an et demi, donc qu'on est basé en France. Alors ce qui est important, il y aura peut-être des questions là-dessus, c'est que fait CMC Markets? On est un courtier spécialisé dans les CFD et le trading de CFD et de CFD sur Forex. On est bien évidemment régulé. On est passeporté par la FSA, donc ça c'est un petit peu plus technique. En fait, on dépend. CMC Markets, c'est une société de droit britannique qui a été fondée en 1989, ce qui en fait un des plus vieux courtiers sur la place, en tout cas dans cette industrie. Et pour la petite info, c'est vrai qu'on a notre PDG, Peter Cruddas, qui est toujours le président fondateur, qui détient 90% des parts, qui a commencé vraiment dans son garage, ou plutôt dans un tout petit bureau avec 10 000 pounds, son téléphone, puisqu'en 89 on n'était pas encore à l'ère d'Internet, et son idée ça a été de démocratiser le Forex, c'est-à-dire de proposer aux clients particuliers de pouvoir investir sur ce marché qui était donc autrefois réservé uniquement aux institutionnels avec vraiment quelques centaines de millions d'euros sous gestion. Voilà. Et puis le gros démarrage de CMC Market, ça s'est bien sûr fait avec Internet. Là, vraiment, à partir des années 2000, le trading sport particulier sur Internet s'est démocratisé. Et ça a permis à l'Angleterre de décoller et bien sûr de s'exporter, puisque dans d'autres pays. Donc le modèle est très simple. Il y a une plateforme de trading qui est proposée aux clients sur lesquels vous pouvez faire des actions, des indices, des matières premières et des devises, bien sûr. Tout est en temps réel. Et cette plateforme étant mutualisée, c'est-à-dire distribuée dans plus de 17 pays, eh bien les coûts de transaction peuvent être ainsi très très faibles. On économise en fait tout ce qui est en frais, en frais de locaux, de services, puisque ce sont les clients qui passent directement leurs propres ordres, donc beaucoup moins de support, je dirais, manuel. Voilà un peu pour la présentation de CMC Markets. Donc courtier de trading régulé en France, et on a plaisir aujourd'hui à développer des offres de formation, parce que je pense que dans le contexte actuel, les gens sont très sensibles à bien sûr l'analyse technique, donc il y en a pas mal sur Vidéo Bourse. D'ailleurs, j'ai vu nos vidéos qui tournent, et puis voilà, vous pouvez pas vous aventurer aujourd'hui sur les marchés. Alors je sais pas Fabien exactement quels sont les visiteurs de Vidéo Bourse, mais j'imagine que ce sont des boursicoteurs amateurs éclairés qui ont peut-être déjà des comptes qui traitent. Et en tout cas, l'idée, c'est que voilà, c'est hyper important aujourd'hui de ne pas faire n'importe quoi sur les marchés, de rentrer sur le marché en connaissance de cause, avec des règles de money management, avec peut-être des connaissances sur l'analyse technique,
pour vraiment maximiser vos chances de réussite parce que, encore une fois, hein, le marché est profond, il y a beaucoup d'intervenants et on n'est pas sûr, bien évidemment, de faire des gains, rien n'est garanti. Ok, donc le profil des membres du site, en effet, c'est essentiellement des particuliers, hein, en grande majorité. Oui. Comme vous l'avez dit, oui, c'est une majorité d'analyses techniques. On fait aussi de l'analyse fondamentale. Maintenant, l'analyse fondamentale, ce qui est plus compliqué peut-être, c'est de faire le poids des infos qui sont déjà pricées, des infos qui ne sont pas encore pricées. On sait que tous les intervenants n'ont pas les nouvelles en même temps. Il y en a qui peuvent avoir les informations avant d'autres, notamment dans les salles de marché, etc. Donc, essentiellement, ouais, c'est de l'analyse technique. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de faire l'analyse fondamentale. Et au-delà de l'analyse fondamentale, on peut parler d'analyse psychologique. Donc, voir quels sont les sujets qui captivent l'attention des investisseurs tel jour, que font les gros investisseurs, les grosses mains, etc. Mm. Donc, pour en revenir à la présentation donc, de CMC Market, aujourd'hui il y a beaucoup de courtiers et de brokers qui proposent leurs services, de certains plus ou moins sérieux, plus ou moins bons, etc. Au niveau des gros, on va dire on en compte entre 5 et 10 qui sont vraiment sérieux et qui peuvent proposer des offres sérieuses, intéressantes pour les investisseurs. Cependant, il y en a qui sont plus avantageuses que d'autres. Vous, par rapport à CMC Market, ce serait quoi qui serait particulièrement intéressant d'après vous pour le type de profil que je viens de vous présenter? En quoi voilà, un trader particulier comme ça qui aurait intérêt à aller chez CMC Market plutôt qu'un autre broker? Alors, très bonne question, hein. Je pense que pour l'investisseur particulier, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens effectivement allez, faisons simple, deux catégories. Je vous en prends deux parce que ce sont vraiment nos clients. On a une grosse majorité de grands débutants. Alors, c'est peut-être pas les gens qui vont encore sur Vidéo Bourse ou qui ont un certain niveau, mais on a des gens vraiment qui ont envie de s'intéresser au trading, qui ont envie de s'intéresser à ces nouveaux produits que sont les CFD ou le trading sur devise, donc le Forex et qui savent vraiment pas comment commencer. Donc ils en ont entendu parler, ils voient les pubs, ils se disent tiens ça pourrait m'intéresser, il y a des effets de levier, ça les intéresse et puis en plus ils lisent beaucoup de choses, ils peuvent se passionner, mais la technique de marché, c'est-à-dire vraiment comment je passe un ordre, comment je rentre, comment je place un stop, etc., etc., ça ils savent pas le faire. Ils savent pas le faire et donc malheureusement ils vont investir. Bon souvent c'est pas des sommes heureusement énormes mais bien souvent, malheureusement, ce sont des gens qui sont un petit peu déçus parce que ils voient que c'est compliqué ou ils ont la chance du débutant. On connaît tous ça quand on rentre sur les marchés, ça marche pendant 2 3 jours, donc ils augmentent leur position et ensuite, ils perdent leur argent, voire tout leur argent. Donc c'est une première catégorie, je dirais, de débutants où nous on leur promet, et ça c'est la promesse de CMC et ce sur quoi on insiste, de aujourd'hui les accompagner. On a bâti une véritable offre de coaching. Je suis désolé, je me bouge un peu. Pour vraiment, pour ceux qui nous rejoignent, les accompagner de manière individualisée, c'est-à-dire regarder sur une période de temps quels sont les trades qui sont effectués, quelles sont les erreurs peut-être qui sont commises, et essayer ensemble de pouvoir les corriger. Première catégorie, donc débutants qui souhaitent un accompagnement ou qui vraiment a envie de s'y intéresser et est prêt à être actif, mais qui sait vraiment pas comment s'y prendre. Et puis, il y a une autre catégorie de gens qui sont beaucoup plus avancés. Je dirais, ils viennent déjà du monde boursier. Alors, ils connaissent en plus les effets de levier. Donc, ils sont soit sur les futurs, soit sur les turbos, les varants, les certificats, donc, ou le SRD, le service de règlement différé. Ils connaissent bien ces produits et aujourd'hui, ils cherchent un produit qui va être plus simple, plus transparent aussi par rapport à un pricing de Varan. Je me mets quand même au défi de comprendre comment le prix est fait et avec voilà la variable temps, volatilité, date d'échéance, etc. Et ces gens-là se disent tiens le CFD c'est beaucoup plus simple, j'ai un effet de levier très important et j'ai des frais par rapport à mon courtier traditionnel, ça s'applique pour tout le monde, qui sont extrêmement réduits. Donc, on attire aussi une autre catégorie de gens, je dirais, plus expérimentés, qui ont déjà l'habitude des marchés, qui ont souvent beaucoup d'années d'expérience derrière eux, qui ont aussi un capital, il faut le dire, plus important à leur disposition, donc ils sont aguerris et qui ont envie de tester une nouvelle façon d'investir, soit sur les CFD, soit avec le Forex. Voilà un petit peu comment ça se découpe avec une règle plutôt, je dirais, 70-30, donc 70% de boursicoteurs plus ou moins avertis, plus ou moins débutants qui veulent apprendre,
et 30% de gens qui qui connaissent bien les rouages du marché et qui se disent bah, pourquoi pas le faire en CFD parce que ça risque d'être plus rentable pour moi. Alors, bah justement, là, par rapport au CFD, en fait, il y en a qui reprochent au CFD des problèmes d'exécution, des choses comme ça. Il y a eu des problèmes notamment avec des brokers pourtant sérieux. Voilà, je pense à IG Markets, il y a parfois des choses comme ça. Ça peut être d'autres brokers, là, ça va être autre chose par rapport à FXM. En fait, des problèmes d'exécution lorsqu'un trader, parce que votre activité, vous, c'est du market making, c'est ça? Vous êtes un market maker, CMC Market? Oui, tout à fait. D'accord, donc le principe d'un market maker, c'est bien de se couvrir par rapport aux positions des clients. Oui. Ça, c'est le travail du market maker. Après, bah, chez certains brokers, pourtant réputés sérieux et de qualité, comme je viens de les citer, on a des problèmes. Enfin, il y a eu des échos de soucis. Par exemple, quand un trader gagne trop, il va être identifié comme trader gagnant et par exemple, ses ordres vont être plus longs à être exécutés puisque le broker va chercher directement la contrepartie pour pouvoir se couvrir, pour pas prendre le risque et simplement empocher la commission, ce qui est le business d'un market maker à la base. Donc il y a eu voilà, il y en a qui sont un peu réticents par rapport au CFD par rapport à ça, qui préfèrent aller sur des futurs ou des choses comme ça. Qu'est-ce que vous leur répondez à ça? Quels sont les avantages du CFD pour les gens, voilà, qui considèrent par exemple que c'est plus sage et plus intéressant d'aller sur des marchés comme les futurs, etc., qui sont contrôlés et donc où le broker n'a Mm. pas autant voilà, de possibilités que par rapport au CFD. Alors, moi, je vais essayer d'être très transparent par rapport à ça. Et ça va être, je connais très bien les avantages et les inconvénients de chaque marché, puisque moi, je viens du monde listé. J'ai travaillé pendant 7 ans chez Boursorama. Et ensuite, j'ai rejoint BNP. J'ai travaillé, j'étais chef du service Futurs et Options chez B Capital. Donc, je faisais que des produits listés, c'est-à-dire les produits qui sont cotés sur NYSE, Euronext, le Life pour les produits, les options ou les futurs. Et effectivement, c'est vraiment une réelle rencontre de l'offre et de la demande. D'accord? Vous achetez un lot, vous vendez un lot, il y a des gens qui s'échangent. Avec les CFD, je voudrais préciser le rôle d'abord du market maker. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Donc le market maker, il fait quoi? Il vous assure un prix, quelles que soient les conditions de marché, il va vous assurer un prix du produit. Donc le CFD, c'est un produit dérivé, c'est un produit qui est un miroir d'un sous-jacent, donc une action. Donc ça peut être Total, ça peut être le CAC 40, ça peut être l'euro-dollar, ça peut être l'or. Et il assure une cotation, c'est-à-dire que quand vous allez prendre un contrat, ce fameux contrat pour différence, on vous assure que vous allez pouvoir en sortir. Et qui assure cette liquidité? C'est le market maker. Ok? C'est pour ça que ce n'est pas des produits listés, c'est des produits qui sont créés par quelqu'un. Et le CFD de CMC Market ne sera pas le même que celui d'IG Market, ce qui ne sera pas le même que je sais pas si, enfin, que d'autres, etc. Vous ne pouvez pas échanger par rapport. Ça, c'est pour. Je suis désolé de. Peut-être ça parle, ça va paraître très basique à ceux qui sont expérimentés, mais pour les débutants, c'est important de saisir que on n'est pas sur un marché listé et donc il n'y a pas une place d'échange fixe. Chacun fait ses prix. Donc par rapport à la première partie de la question, les critiques par rapport à ça, effectivement, le market maker fait un prix. L'assurance que vous avez chez CMC Market, c'est qu'on ne fait des prix que sur des instruments qui cotent réellement. Je m'explique. Chez nous, le CAC 40, qui s'appelle le CFD France 40, il est adossé, c'est-à-dire il réplique en temps réel le contrat futur. Donc si le futur cote 3562, le CFD va coter 3562. D'accord? Après, avec le spread, et le spread chez nous, c'est 1,5 points. Donc à l'achat, 3562, 3563 et demi. Il va coter au niveau des horaires de cotation de 8h à 22h. On vous assure que vous pourrez ouvrir une position et la déboucler de 8h à 22h. Ce qu'on ne sait pas faire, en revanche, c'est coter le CFD France 40 de 22h à 8h. Pourquoi je précise pas ça? Parce que, notamment chez un de nos concurrents très connus, ils arrivent à faire coter par un système d'algorithme en se basant sur les ouvertures à Tokyo, les évolutions des devises, d'un panier de valeurs, à déterminer le prix de cet indice, de leur CFD CAC 40. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucun marché de référence. C'est leur prix qui est fabriqué. Alors vous allez me dire, c'est le cas toute la journée, c'est sûr. Mais explicitement, et c'est là où il y a eu le plus de problèmes, pendant la nuit, il y a des gens qui ont subi des écarts assez importants, donc qui ont vu leur position débouclée, soldée,
Et c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de moyens de contester, puisque le market maker vous dit, dans ces conditions générales, voilà, je fabrique un prix. Vous voyez, Fabien, c'est ça que je veux expliquer, c'est que dans ce cas de figure, vous ne pouvez pas dire, tiens, à 3h40 du matin, on a clôturé à 22h à 3540 et on m'a coupé à 3300. Bah oui, mais si le market maker a fait tourner son algorithme et a vu qu'il y avait, par exemple, ça décrochait sur les futurs US, ça décrochait sur le Nikkei et cote à ce moment-là le CFD France 40 très très bas, malheureusement, il n'y a pas tellement de... Ça génère la frustration parce que c'est quelque part invérifiable. Là où moi je suis parfaitement à l'aise pour ces produits, c'est que je vous engage à vérifier par rapport à un carnet d'ordre sur les futurs, notre France 40, il colle au marché. Il n'y a pas d'écart. Première chose. Deuxièmement, s'il y avait vraiment un écart significatif, à ce moment-là, on regarde quel est le prix qui a été fait, et on n'est pas à l'abri d'une erreur. Si le CAC a coté toute la journée entre 3420 et 3450 et qu'on a un client qui est exécuté à 3410, à ce moment-là, on regarde sur Reuters, on regarde sur le Bloomberg, non, le futur a jamais coté sur ce prix-là, donc on remet le client en position et on le rembourse des éventuels frais qu'il y a pu avoir. Vous voyez? Donc c'est hyper important, et moi je suis très à l'aise pour vendre ce produit parce que je dis aux clients, c'est sûr, et peut-être ça conviendra pas à certains qui veulent traiter pendant la nuit, on ne fait pas de cotation pendant la nuit parce qu'on ne sait tout simplement pas quel est le prix du produit. Et on cote que des produits qui sont... le CFD, c'est un miroir d'un produit, mais pour avoir un bon miroir, il ne faut pas que ce soit un miroir déformant, il faut que ça se cote exactement ce qui existe sur les marchés. Pareil pour les actions, c'est un peu frustrant pour certains, mais une action, malheureusement, ça cote de 9h à 17h30. Donc les actions, le CFD actions, tous les CFD actions vont coter sur, et être calqués sur les places natives de marché. Donc le CFD total, il faudra attendre 9h l'ouverture de la cotation pour avoir un CFD qui cote. Et vous verrez d'ailleurs sur la plateforme CMC Markets, que vous pouvez télécharger gratuitement et tester sur un compte démo, vous verrez que prenez, je vais prendre un site que j'affectionne, Boursorama, pour y retravailler. Prenez la profondeur de carnet Boursorama, regardez le CFD, le même CFD avec la profondeur de carnet sur notre plateforme, vous verrez que c'est exactement la même, avec exactement les mêmes prix. Ok, très bien. Donc ça c'est intéressant. Là, ça va parler à ceux qui connaissent déjà un minimum justement le fonctionnement des brokers, etc. Donc on va peut-être après revenir sur des termes un peu plus généraux et liés au trading et pour l'intérêt et les questions que peuvent se poser des traders particuliers. Alors déjà, je vais transmettre une question qui a été posée sur le chat. Elle est spécifique, c'est Pablo et BB06 sur le chat qui me demandent où est-ce que vous prenez vos infos, si vous avez votre propre réseau d'information, si vous vous basez sur Reuters, etc. Alors moi je sais pas, je suis pas chez CMC Markets, je suppose que ce sont des clients CMC Markets, donc voilà. Est-ce que vous avez, je sais pas, vous publiez des informations, il y a quelque chose comme ça? Oui, en fait, dans l'accompagnement, on a sur la plateforme en dur, donc il y a des infos de Dow Jones qui sont publiées, Dow Jones, PR Newswire. Allô, vous m'entendez? Ouais. Oui, il n'y a pas de problème, ouais. Ouais, excusez-moi, j'avais un petit message. Donc il y a ça qui est disponible pour le client. On travaille également avec la société Trading Central qui fait un point de marché tous les matins. Donc il y a une newsletter sur les principaux indices et les principales devises. Donc vous avez tous les matins, encore une fois, je vous engage à vous inscrire pour recevoir cette newsletter pendant 15 jours gratuitement et voir si elle vous est utile. Tous les matins, à 8 heures, vous avez un point de marché qui reprend. Alors là, c'est graphique, c'est de l'analyse technique. Il y a un petit point fondamental sur ce qui s'est passé sur la séance de la veille. Et puis ensuite, il y a des analyses graphiques pour vous donner des lignes de tendance. On ne vous donne pas le marché, évidemment, ce serait merveilleux et ça coûterait très cher sans doute. Mais pour indiquer, c'est un outil d'aide à la décision qui vous indique quelles sont les lignes de tendance et ce que vous pouvez faire en position acheteuse, en position vendeuse. Et surtout comment placer votre stop pour minimiser pour maximiser vos gains et minimiser votre risque de perte. Donc au niveau des infos, alors je ne sais pas si la question était sur les infos de marché, voilà en tout cas ce qu'on donne. On n'est pas habilité à donner du conseil, c'est-à-dire on n'a pas les agréments comme on dit pour vous dire achetez Alcatel, vendez Michelin, etc. À titre personnel et évidemment on est en contact avec les grands brokers qui nous envoient leurs notes d'analyse.
qu'on lit, qu'on regarde et puis qu'on peut retranscrire à certains clients qui nous demandent un avis personnel ou si on est au courant de telle ou telle note de broker. Voilà. Mais encore une fois, je mets toutes les réserves qu'il faut parce que on ne fait pas de conseils en direct. C'est vrai que quand il y a un changement de recommandation, c'est généralement public, c'est sur les grands sites boursiers. Bah voilà, UBS qui passe à la vente sur telle ou telle action, ou Goldman Sachs qui va intégrer telle ou telle action dans sa liste de valeurs favorites. Je pense que c'est important de le savoir et de le dire aux clients parce que là, ça peut provoquer réellement un mouvement de marché. Donc là, ça fait partie des infos publiques, donc il n'y a absolument pas de délit d'initié. Et d'ailleurs, je tords le cou malheureusement, hein, peut-être je démystifie un peu, mais euh, on n'a pas d'informations privilégiées. Enfin, c'est compliqué. Déjà, c'est inexploitable parce que légalement, on n'aurait pas le droit de les utiliser. Mais dans les salles de marché, on a accès au carnet d'ordre, donc on voit un peu des tendances, c'est-à-dire si les gens tout à coup se mettent long ou short sur, je sais pas, sur un indice, sur une devise, où il y a un engouement pour une matière première. Ça sera visible et détectable, mais on ne fabrique pas le marché, on n'a pas d'informations privilégiées, même au sein d'une salle de marché. On se doute qu'il se passe quelque chose parce qu'on voit les volumes en direct, et en général, bah voilà, vous savez que la bourse, c'est des comportements moutonniers, donc quand il se passe quelque chose, tout le monde va suivre, mais il n'y a pas d'informations privilégiées. Donc je ne sais pas si ça répond à la question de Pablo, mais voilà en tout cas pour ça. Donc pour CMC, il y a des infos à destination du client. Il y a une fois de plus, plus que des infos, des formations pour décrypter aussi les annonces, qu'est-ce qui est important à regarder sur le marché, et puis on les met bien sûr en ligne sur notre site. Une dernière chose qu'on a beaucoup développée là depuis le début de l'année, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Alors c'est quoi les réseaux sociaux? C'est notre compte Facebook, notre compte Twitter où on publie pas mal de chiffres en direct. Donc je crois que c'est tout simplement CMC Markets France. Je vous engage à regarder, hein. Twitter est très utilisé. Je vais vous dire qui c'est qui utilise le plus Twitter. C'est les journalistes. Pour participer de temps en temps à des émissions sur BFM Business, les journalistes ont toujours leur fil AFP, donc Agence France Presse, mais ils ont également leur fil Twitter, donc ils sont abonnés à bien sûr plusieurs sources, et en direct, ils peuvent avoir des informations plus rapidement, donc de marché ou d'autres choses, hein. Je pense qu'aujourd'hui on est l'actualité est rythmée par un fait assez sordide et bon, il y a un assaut qui va peut-être être donné, ça sera tweeté plus rapidement que l'agence AFP. Voilà, c'est pour vous donner la vitesse de l'information. Sur les marchés, ça va être la même chose. Le chiffre va être publié beaucoup plus vite sur Twitter que sur l'AFP, où il faut quand même qu'il y ait un journaliste qui rédige un papier, entre guillemets. Donc, je vous engage vivement, si vous vous intéressez, et si vous n'avez pas encore de compte Twitter, à en créer un et à regarder comment ça fonctionne. Il y a souvent des choses très très intéressantes où il y a des liens qui sont postés qui sont extrêmement intéressants. Donc, si vous ne savez pas par quoi commencer, vous vous abonnez au fil Twitter de CMC Markets et vous aurez en temps réel des informations, des choses qui nous paraissent intéressantes ou de nature à faire évoluer le marché. Voilà un petit peu le panorama sur l'information qu'on distribue au sein de CMC Markets. Ok. Après, justement, on peut faire le parallèle des tweets et des informations générales. Alors justement, par rapport à Internet, on a énormément d'informations, que ce soit des analyses, des informations qui tombent, des analyses fondamentales, voilà, des tas de choses par rapport à des tas de produits. Alors notamment, vous, CMC, vous proposez tout type de produits. Je sais pas, combien vous proposez en tout de produits? Alors nous, on a plus de 3500 instruments qui sont cotés. Donc encore une fois, toutes les actions, donc c'est pas que les actions françaises, hein, c'est les actions allemandes, anglaises, espagnoles, américaines évidemment, même certaines actions chinoises, plus les devises, les mineurs, les majeurs, les exotiques, et puis on va en rajouter là prochainement à partir du mois prochain, les indices, et bien sûr les matières premières. On est très fort sur les matières premières et on a des spreads, donc des prix là aussi très, très attractifs. D'accord. Donc, comme je disais, ouais, sur Internet, on a des tonnes d'informations. Il y en a qui sont plus ou moins fiables, plus ou moins importantes. Si on regarde sur l'ensemble des traders, notamment les traders particuliers, on sait qu'il y a une plus grande part des traders particuliers qui perdent de l'argent qu'une part qui gagnent de l'argent. Donc, dans ce contexte, ce qui est délicat, c'est de savoir qui regarder, qui écouter, etc. Vous, à votre avis,
comment faire en fait pour comment avoir des bons repères? Est-ce que vous avez des bonnes adresses? Est-ce que vous avez voilà, je sais pas, des analystes particuliers à recommander, des choses comme ça? Bah, écoutez, je crois on peut se mettre sur le fil Twitter. Twitter, c'est intéressant parce que quand vous avez rencontré quelqu'un qui vous semble intéressant, vous pouvez voir également les analyses qu'il suit. Et bah voilà, donc si vous avez une passion pour l'analyse technique et vous trouvez qu'un blogueur est particulièrement bon, il faut regarder bah, par exemple sa liste de liens sur Internet. Là, ça sera la même chose. Alors attendez, je regarde, je crois qu'on peut partager l'écran, mais montrer ça Fabien. Euh, je sais pas si Pardon, on voit ouais. actuellement. Là, pas tout de Euh, suite. Simplement, pour les utilisateurs qui suivent l'émission en direct, j'ai mis le lien vers le fil Twitter de CMC Market sur le chat, donc vous pouvez cliquer et découvrir et vous abonner éventuellement à cette fil Twitter donc de CMC Market. Alors par contre, j'ai mis le lien vers CMC Market UK. Alors faut que je mette ah ouais, CMC donc Market là, France. Attendez pour deux ceux qui ne secondes. parlent pas anglais, ça va être compliqué. Ouais, je vais mettre le France, CMC Market France Twitter. Voilà, 2 petites secondes. Voilà, CMC Market SFR. Ok, je vous remets le lien. Donc voilà, je vous ai mis ça sur le chat. Alors, on a votre écran, hein, donc c'est bon, vous pouvez commenter, Fabrice. Ok, donc voilà à quoi ça ressemble hein, pour ceux qui font une visite sur Twitter. Donc Twitter a récemment modifié sa petite présentation. Donc s'il y a des vidéos, vous pouvez les voir sans aller sur YouTube directement dans Twitter. Donc on poste évidemment les vidéos qui sont reprises sur cet excellent site qui est Vidéo Bourse, évidemment. Et puis voilà, par exemple une news. Alors bon, ça date un petit peu, là c'était hier, mais les permis de construire, on les a tweetés voilà en direct dès qu'on a eu le chiffre. Bon, voilà, il y a des annonces, donc ça va vous parler ou pas, ça va vous intéresser ou pas. Donc, si ça vous intéresse, il suffit de cliquer ici sur suivre et automatiquement, tous les tweets, c'est des mini-messages qu'on va publier, eh bien, vous allez pouvoir les retrouver dans votre compte Twitter. Et ce qui est très très bien, c'est que bah, si vous avez un téléphone portable, vous pouvez installer l'application Twitter et vous avez l'info comme ça en temps réel. Alors, ce que je vous disais, et pour revenir à la question de Fabien, qui est où trouver la bonne info? Eh ben, vous pouvez regarder, nous, ceux qu'on suit, les abonnements qu'on suit, et immédiatement, ça va vous dire bah, tous les gens qu'on suit. Alors bon, il y a beaucoup de... Excusez-moi. Il y a pas mal de journalistes qui publient. Il y a des blogs. Voilà, Stéphane Soumier a son compte Twitter, donc c'est le Anchorman, comme on dit, donc le présentateur vedette de BFM Business la matinale. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc je sais pas si Fabien et Vidéo Bourse a un compte Twitter, on n'est peut-être pas abonné. Mais en tout cas, voilà, il y en a. Voilà tout ce qu'on suit. Ça veut dire qu'on va recevoir les tweets, donc les informations qui vont être publiées sur ces comptes de tous ces gens-là. Et petit à petit, c'est à vous en fait de trouver et de trier. Alors vous pouvez peut-être nous faire confiance et dire bah tiens, il y en a quelques-uns qui m'intéressent, donc je m'abonne également. Ah non, ça c'est pas Vidéo Bourse, c'est Vision Bourse, donc cliquez pas. Et puis vous pouvez comme ça les suivre à votre tour. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que on a effectivement énormément, on a pléthore d'informations sur le net et c'est vraiment compliqué aujourd'hui de trier de trier la bonne info de la fausse info. Euh, Vous savez par exemple que certains forums de grands sites boursiers sont maintenant très très surveillés par l'AMF parce que il y a eu des abus, il y a eu des gens qui ont propagé des fausses rumeurs. Donc ça maintenant c'est sanctionnable. Hein, donc les gens sont vraiment et je vous encourage à faire attention également à ce qu'on peut publier parce que bah voilà, c'est pas parce que c'est un espace ouvert Internet qu'on peut faire tout à fait n'importe quoi. Donc je pense que ça va dans la bonne direction. Il faut que ça reste un espace ouvert et de liberté. Mais le plus dur, c'est de trouver la bonne info. Il y a pas mal de sites, ça se multiplie, qui proposent des abonnements payants, donc pour des signaux, voilà, pour vous promettre un petit peu la poule aux œufs d'or. Soyez vigilants parce que bah, bien souvent, bah, il y a pas tellement d'autres intérêts que bah, de gagner un peu d'argent en vous livrant des choses qui sont pas forcément très bonnes ou très vraies. Mais bon, il faut tester. C'est vrai que par rapport enfin, aux institutionnels, aux gens, je dirais aux experts, hein, ceux qui sont dans la finance ou qui ont leur réseau, vous n'aurez pas accès effectivement à ces notes d'analyse, etc., etc. En même temps, le marché va tellement vite aujourd'hui que si vous êtes
Si vous êtes day trader, par exemple, donc si vous tradez pendant la journée en intraday, donc ouverture d'une position, fermeture d'une position dans la même journée, je pense que l'analyse technique, c'est-à-dire le fait de bien suivre, d'identifier des tendances, des points de retournement, des breakouts, des supports, va être peut-être encore plus importante que d'avoir l'analyse fondamentale de la boîte et de savoir qu'elle a gagné un contrat. Aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment, mais là c'est une conviction, et ça a pu changer depuis quelques années, qu'on est passé à une nouvelle phase de trading, à une nouvelle phase dans la façon de faire de la bourse. J'ai l'habitude de dire qu'il y a 10 ans, on était encore dans la bourse à la papa. On achetait une action, on la portait, on la gardait, on attendait. Les bonnes années, ça faisait 20-25%, les mauvaises 5% ou moins 5, moins 10. Aujourd'hui, on voit quand même on a changé complètement de modèle. On est sur quelque chose de qui va beaucoup plus vite. Alors, plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a le trading algorithmique, le trading robotisé, hein, le high frequency trading. C'est quoi? C'est tout simplement le fait que, voilà, c'est quelqu'un qui a décidé de rentrer un programme, tout simplement des conditions, hein. Si telle condition est remplie, j'achète. Si telle condition est remplie, je vends. Je simplifie à l'extrême, mais en gros, c'est ça. Et du coup, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les marchés US, près de 70 à 75% des ordres sont passés par des robots. D'accord? Sont passés par des robots. En France, on a sûrement dépassé déjà 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être de plus en plus compliqué pour l'investisseur particulier d'y voir clair, parce que on a des fois des grosses mains, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire des gens extrêmement puissants qui vont prendre, qui vont faire la tendance en fait, à l'achat ou à la baisse, sans qu'il y ait particulièrement de nouvelles fondamentales. Et là, si vous attendez de trouver la bonne info, alors souvent il y a une info à la base, mais si vous attendez de trouver la bonne info pour savoir ce qui s'est passé, vous allez peut-être rester sur un trade qui devrait être coupé et perdre de l'argent. Donc aujourd'hui, je pense que pour celui qui est non plus sur du fondamental, mais sur les marchés et qui est actif, il vaut mieux faire vraiment, enfin déjà bien s'y connaître au niveau analyse technique. Alors, pour raisonner là par rapport aux algorithmes, sur quoi ils se basent essentiellement, si vous le savez, ces robots en fait? Vous dites qu'ils sont utilisés par des grosses mains, donc en tout cas que les grosses institutions, on pense à quoi, aux banques d'investissement, on pense aussi aux hedge funds, etc. en utilisent. D'après vous, c'est quoi? C'est essentiellement de l'arbitrage? C'est quoi? C'est de la couverture? Ou est-ce que c'est vraiment de la spéculation? Comment fonctionnent ces robots et pourquoi ils ont besoin de passer autant d'ordres aussi rapidement pour faire de l'argent en fait? Est-ce que justement ça pénalise pas le trader particulier? Puisque ces robots peut-être jouent sur peut-être des lenteurs d'exécution pour les particuliers, des choses comme ça. Je sais pas en fait. Est-ce que vous avez plus d'informations vous sur le fonctionnement ces algorithmes ou pas spécialement? Non, pas spécialement, hein, sur les algos. Le trading algorithmique, c'est un business à part entière. Ça se traite. L'idée, c'est qu'il faut être très très près du serveur. Donc, il y a même des gens qui louent des bâtiments à côté des bourses, des serveurs de la bourse pour être au plus près et que ça transite en un minimum de temps. Bon, il y a tout un débat en ce moment sur l'intérêt, hein. Il y avait un article dans Challenge la semaine dernière un dialogue croisé entre Daniel Bouton et Jean Perlevade, donc ancien directeur Société Générale, ancien directeur Crédit Lyonnais, sur l'intérêt du trading, de ce trading-là. Et c'est vrai que, alors c'est contesté en même temps. Ceux qui en font vont vous dire voilà, j'apporte de la liquidité au marché. Au niveau économique, ça n'a pas tellement de sens. C'est juste essayer d'être plus rapide, de mettre un maximum d'ordre dans le marché, de prendre avantage sur des trades qui vont aller plus lentement que d'autres et essayer de faire quelques millième ou centième ou dixième de point. Le problème, c'est que, enfin, le fait que si vous êtes capable de prendre quelques centièmes de points sur des milliers d'opérations, à la fin de la journée, vous êtes largement gagnant. Voilà. Donc après, je pense pas que fondamentalement ça soit une nécessité. Et malheureusement, je pense pas que on soit tout à fait en mesure d'interdire ce système. Hein. Donc une fois de plus, c'est compliqué parce que on est face à un phénomène, les autorités, on le voit, sont un petit peu dépassées techniquement, même au niveau de la réglementation et des sanctions, on ne sait pas très bien ce qu'on peut faire. Euh, les répercussions sur le marché, elles sont pas. Enfin, je pense, voilà, il y a toujours une théorie du complot, les ordres sont manipulés, etc., etc. Bon, je pense pas vraiment. L'idée, c'est que simplement, on a depuis quelques années, on le voit, ça participe à
à faire un marché encore plus volatile, encore plus erratique, avec des mouvements des fois incompréhensibles. Et on en a eu une formidable illustration le 10 mai 2010. Qu'est-ce qui s'est passé, Fabien, le 10 mai 2010? Eh ben, c'est le fameux flash crash où la bourse de New York a décroché de 9% en un quart d'heure. Donc à l'époque, j'étais sur les futurs, effectivement. Bah, le CAC a suivi, hein, puisque le futur CAC coté, le cash était fermé, bien sûr, 17h30. Le futur, pour ceux qui étaient sur le futur, et ceux qui étaient sur les CFD, alors on a vu le CAC plonger de 200 points ou 250 points extrêmement rapidement, puisque ça suivait bien sûr la cotation de New York. Une partie des ordres a été ensuite retirée du marché et purgée, mais si on remonte à ce qui s'est passé ce fameux jour, alors en mai 2010, hein, on était déjà sur la Grèce, il y avait des émeutes en Grèce, il y avait pas mal d'agitation, les marchés étaient assez stables mais fébriles avec des petits volumes, et tout à coup, effectivement, il y a eu un gros ordre qui est arrivé sur le marché, et là, ensuite, il y a une cascade des ordres, d'autres qui s'est enchaîné et du coup qui a provoqué cet effondrement des cours. Parce que le robot, qu'est-ce qu'il fait? C'est binaire, c'est oui ou non. Donc si on lui dit si la bourse baisse de 10%, tu vends, eh ben il vend. Et donc l'autre robot réagit en cascade, etc., etc. Donc on peut arriver comme ça à des aberrations. Il n'y a pas eu tellement de littérature, donc moi je pense pas que le problème qui s'est posé, on n'est pas complètement à l'abri d'un nouveau flash crash. Et c'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui il y a des grosses discussions sur une taxe sur les instruments financiers. Bon, alors c'est des belles paroles parce que dans la pratique c'est absolument impossible. Puis tout le monde fuirait dans les paradis fiscaux. Puis il y a un gros paradis fiscal, c'est Londres. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Ils sont pas, enfin, je dis pas que c'est pas régulé, mais en tout cas, les Anglais sont très très remontés contre ça et ne le feront pas, parce qu'il y a 25% du PIB de l'Angleterre qui est fait par la City. Donc voilà, ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Donc ça se fera pas. Mais c'est vrai que s'il y avait une taxe, même une micro-taxe sur les transactions financières, bah, instantanément, les gens qui font aujourd'hui du high frequency trading n'en ferait plus du tout parce qu'ils seraient trop pénalisés par cette taxe et donc ça disparaîtrait. Donc il y aurait peut-être un petit peu moins de volatilité. En même temps, je vous parle de ça, on est aujourd'hui à une volatilité qui est à des records au niveau bas, hein. On est à moins de 15 sur les indices, sur ce fameux VIX, l'indice de la peur. Donc, bon, vous voyez que les marchés, ou même le trading, hein, ne peut pas tout. À un moment, quand le marché s'essouffle et qu'il n'y a plus vraiment de tendance, ou qu'il y a une tendance qui est, comme aujourd'hui, régulièrement haussière, bon, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées, évidemment, voilà, il n'y a pas de gens qui créent le marché. Le marché va être amplifié par des comportements, des gens qui vont essayer d'en prendre avantage, avec des techniques sophistiquées, de plus en plus sophistiquées, de plus en plus... excusez-moi. Voilà, sophistiqué, pointu, mais qui requiert aussi des compétences, des capitaux. Mais in fine, voilà, ça a toujours existé. Il y a une tranche de gens qui vont essayer de bénéficier de ces effets, qui vont y arriver jusqu'à ce que ça devienne la norme ou jusqu'à ce qu'ils soient contrés par d'autres gens plus puissants qu'eux. Ok, très bien. On va enchaîner là par rapport justement au marché actions qui monte que vous venez d'évoquer. En fait, l'ensemble des actifs à risque se portent plutôt bien en ce moment. À votre avis, c'est par rapport à quoi? Par rapport aux injections de liquidités qui ont été faites par la BCE notamment et ce qui est fait depuis des années par la Banque fédérale aux États-Unis, ou est-ce que c'est réellement un contexte fondamental, ce qui me paraît peu probable, enfin personnellement, après c'est à vous de répondre, mondial. On a des chiffres qui sont un peu meilleurs aux États-Unis, mais bon, dans le reste du monde, c'est quand même pas excellent. On a notamment la Chine, ça ralentit en ce moment. Bon, l'Europe, c'est vraiment, on est proche on est au point mort, on va dire. On est en récession pour la plupart. Donc, ouais, à votre avis, qu'est-ce qui soutient actuellement les marchés actions? Ce qui soutient les marchés actions, c'est tout simplement le fait qu'on s'est fait très très peur. Souvenez-vous, il y a encore 3 mois, donc mi-décembre, l'euro ne devait pas passer Noël. On était au bord de l'explosion de la zone euro. La Grèce devait faire défaut. Bon, bah ça, on l'a vu, elle a fait défaut. Hein, ça, c'est pas... Mais surtout, bon voilà, il y avait un climat extrêmement anxiogène et on avait vraiment tendu l'élastique vers le bas, mais tellement bas, les valorisations étaient tellement basses que à un moment où il y a eu, et je suis d'accord avec vous, des facteurs fondamentaux, c'est-à-dire ces énormes injections de liquidités, le marché en a pris avantage et a pu enfin reprendre de la hauteur. Et de manière assez vive, hein, parce que souvenez-vous, en novembre, on était en 2800 points. On frise les 3006. Ça veut dire on a vraiment, on a monté de 28% en 4-5 mois,
en moins de 6 mois en tout cas, avec bien sûr emporté par les bancaires, puisque que ce soit Deutsche Bank ou BNP Paribas, c'est des titres qui ont fait quand même près de 80% depuis leur plus bas. Voilà, qui est assez spectaculaire. Euh, donc du fondamental, il y en a eu. Donc c'est vrai que le LTRO, ces injections massives de la BCE, c'est gigantesque. Donc Monsieur Trichet s'y était toujours refusé. Et qu'est-ce qu'on voit avec son successeur? On voit quelqu'un qui est très pragmatique. La BCE ne pouvait pas acheter directement du papier de la dette souveraine. Donc il a contourné le problème et il a dit, voilà, pour éviter une explosion du système ou un arrêt cardiaque du système, puisque les banques ne se faisaient plus du tout confiance, bon d'ailleurs c'est toujours le cas, j'injecte massivement des liquidités directement dans les banques. Donc à partir de là, on a un marché qui, vraiment le point de retournement, c'est ce fameux 21 décembre, où à partir de là, on a finalement un bull market qui s'est mis en place, on a petit à petit cassé les résistances qui étaient là, on a cassé ce fameux point un peu, c'était vraiment le chiffre du diable, les 3330, même les 3333, qui était la ligne de séparation entre une tendance haussière long terme et baissière long terme. Et aujourd'hui, on est pas mal propulsé, on n'est pas à l'abri d'une consolidation. Je pense qu'on peut vraiment revenir sur les 3400 points. Mais ensuite, il y a un matelas de sécurité à la baisse, puisqu'il y a tellement de liquidités, 1000 milliards en 8 semaines ont été injectés, ça fait 1300 milliards de dollars, et cet argent, il faut qu'il s'investisse. Alors comment il va s'investir? Et là, je donne ma vision des choses sur ce qui va se passer. Je crois que comme le quantitative easing qu'on avait aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé avec le quantitative easing, qui représentait à peu près les mêmes montants, donc la planche à billets qui tourne à plein régime, et ça a favorisé la spéculation sur les matières premières. Eh bien, je pense que ça va être de la même façon. Les 1000 milliards injectés vont pas forcément servir l'économie réelle, c'est-à-dire que je pense que si vous allez voir votre banquier en ce moment avec une idée de start-up, il va pas forcément vous dire allez, vas-y mon gars, lance-toi, je te finance. Pas du tout, il est toujours complètement averse au risque, le banquier. En revanche, ce sont des montants qui vont s'investir dans les commodities, donc les matières premières, et au premier chef, le pétrole. On voit d'ailleurs que le pétrole est en train de flamber, comme bizarrement, depuis 2-3 semaines, depuis le deuxième tour de LTRO et depuis la nouvelle injection de 500 milliards. Ouais, donc je pense vraiment que ça va se renforcer. D'après vous, c'est avant les tensions là avec Israël et l'Iran, c'est avant ça, c'est le LTRO qui mène les cours du brut à la hausse. Oui, enfin moi c'est il y a toujours cette zone de tension, mais aujourd'hui du pétrole ou du gaz, il y en a suffisamment pour il faut vraiment qu'il y ait une nouvelle guerre et encore les approvisionnements sont suffisamment je dirais diversifiés. Bien que ce soit des grands pays producteurs, on a quand même l'Arabie Saoudite qui a fait un geste. Enfin, l'essentiel des réserves, ça pourrait pas pénaliser le marché, les tensions géopolitiques. Moi, je pense que c'est beaucoup le fait de la spéculation, du fait que il y a des choses qu'il faut. Enfin, il y a du cash pour réinvestir. Donc, on voit que parallèlement, on a tellement eu peur. On reprend la séquence. Le monde devait s'écrouler. Le monde devait s'écrouler à la fin de l'année dernière. Il s'est pas écroulé. Et tous les gens qui étaient absolument tétanisés, donc qui étaient sur du cash, donc du monétaire, ce qui était sur des bonds, donc les bonds allemands, le T-bond américain. Donc c'était vraiment pour essayer, même pas de gagner de l'argent, c'était essayer de pas en perdre. C'était compliqué l'an dernier de pas en perdre. Donc tout le monde s'est rué sur les valeurs refuges. Donc le franc suisse a flambé, l'or a flambé, un petit peu le pétrole d'ailleurs, mais pas beaucoup. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, il y a ces poches de liquidités qui sont en train d'être vidées, ou du moins pas tout à fait, parce qu'on n'est pas non plus dans un climat de confiance extraordinaire. Donc, ça se vide progressivement. En tout cas, on sort un peu les sous de sa lessiveuse, et on le voit, je pense que c'est exactement pareil sur le marché des particuliers. Donc, a priori, les instituts sont un petit peu plus rapides, donc ils sont déjà sortis pour réinvestir sur des actifs à risque. Et qu'est-ce que c'est les actifs à risque? C'est au premier chef les actions. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui fait plaisir, c'est que si vous écoutez ou vous regardez BFM Business, pour la première fois depuis de longs mois, on a arrêté de parler un petit peu de la macroéconomie avec la Grèce qui
excusez-moi, qui nous pompait un petit peu l'air, quoi. Hein. On allait de sommet exceptionnel en sommet exceptionnel. C'était le sommet de la dernière chance. On ne parlait plus que de ça. Et là, aujourd'hui, on recommence à parler des valeurs, des valorisations, de ce qui pourrait marcher, moins marcher, etc. Donc, le climat est plutôt positif, en tout cas pour les actions, pour le marché, pour les actifs à risque. Et en revanche, tout ce qui est actif jugé refuge devrait refluer. Je dis devrait parce qu'il y a une énigme. Et je vous la soumets, hein. Il y a peut-être des auditeurs, spectateurs qui ont la réponse. C'est l'or. L'or, il devrait, puisqu'on n'est plus dans un climat absolument affreux, il devrait redescendre assez brutalement même. Et on voit que pas du tout. Il ne redescend pas, preuve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'incertitudes et de gens qui restent positionnés parce qu'ils disent on est peut-être à la veille d'un krach obligataire. Donc moi, j'ai pas envie d'avoir mon épargne complètement dévalorisée, j'achète de l'or. Ça, c'est la première énigme, l'or. Enfin, et voilà un élément de réponse. La deuxième énigme, c'est donc on a injecté 1000 milliards de liquidités dans le système bancaire européen. Quand on fait tourner la planche à billets, donc on imprime des billets, bon, il n'y a pas les revenus, il n'y a pas le travail en face. Ça veut dire que qu'est-ce qui devrait être fortement pénalisé? C'est la monnaie. C'est notre euro qui se maintient à des niveaux relativement bons, voire très très bons, puisque en plus il continue de monter. Je ne sais pas combien on est, je vais brancher la plateforme. On doit être sur les 1,32, voilà. Alors que avec ces énormes injections de liquidités, ce qui s'était passé quand les États-Unis l'avaient fait, on avait vu un euro qu'on a vu s'apprécier, mais ça voulait dire surtout que le dollar passe à toutes les autres devises, c'était fortement déprécié. Donc là, c'est vraiment une deuxième énigme sur les marchés de voir un euro qui reste étonnamment fort, alors que il devrait, et je pense que c'est sa tendance de moyen long terme, baisser en dessous de 1,30 et même plus près des 1,25, voire des 1,20. Donc voilà également quelque chose à surveiller. Voilà, mais l'état des réflexions et quelques pistes en tout cas de réflexion pour ceux qui sont investis actuellement sur les marchés, de se dire, d'essayer pas de battre ceux qui font les grosses mains encore une fois, mais de se dire qu'est-ce qui peut se passer dans les 3, les 6 mois à venir, comment je peux tirer avantage de cette situation, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le marché est étonnamment calme, il est bullish, mais un petit bullish. C'est-à-dire qu'il monte en petite foulée, comme j'ai l'habitude de le dire, tranquillement. Et c'est vrai qu'on se demande jusqu'à quand ça va durer. Alors attendez, je vais basculer sur la plateforme. Alors ouais, justement, de dire ça, en fait, ça veut dire que, d'après vous, justement, actuellement ça monte, et c'est pas forcément cohérent, puisque au vu de l'or, qui se maintient à un certain niveau malgré l'abaissement des tensions, ça veut dire qu'il y a quand même des inquiétudes derrière, et que quand on aura des raisons de baisser, ça peut baisser fortement. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, ou est-ce que c'est autre chose, vous dites, ou c'est simplement des constats que vous faites sans tirer forcément de conclusion? Moi, je vous donne mon sentiment. Alors là, par contre, j'ai dit qu'on s'intéressait de nouveau à la micro et aux actions. Enfin, après, vous pouvez poser vos questions sur certaines valeurs. Là, je ne sais pas si on le voit à l'écran, enfin 1520. Voilà, de nouveau, où est-ce que je vais mettre mon CAC? Je vais le mettre là. Donc, on a une sacrée baisse encore aujourd'hui. Je pense franchement que on n'a rien réglé. On n'a rien réglé fondamentalement. On s'est donné du temps. Mario Draghi, avec cette énorme injection en faisant tourner la planche à billets, a fait comme les US, c'est-à-dire à acheter du temps pour résoudre nos problèmes, pour faire en sorte que on mette un peu de l'ordre dans la maison Europe, qu'on se mette d'accord peut-être sur des règles budgétaires, fiscales plus strictes et plus harmonisées. Mais au final, les bad debts, c'est-à-dire les cadavres dans les placards, ils y sont toujours. Les produits pourris, des choses qu'approvisionner, il va falloir le faire. Donc aujourd'hui, on remet de la liquidité dans le marché, on fait en sorte qu'il n'y ait pas cet arrêt complètement, ce crédit crunch, c'est-à-dire assèchement du crédit, que les banques soient en capacité de continuer à financer l'économie et je dirais les affaires courantes, mais il n'y a pas vraiment, sur le graphique, hein, je suis sur la plateforme Market Maker, donc la plateforme de trading, donc on est sur du 1 jour 5 minutes, donc voilà l'état du CFD CAC 40, donc qui suit le CAC 40. Hein. Voilà, et donc on voit que là on a une tendance baissière très forte sur la journée, avec sûrement une nouvelle qui a dû tomber là, il y a 5 minutes, puisque on a cette bougie ici très, très fortement baissière.
Excusez-moi. Donc mon sentiment, c'est qu'on a acheté du temps. On est en train un petit peu comme en 2009 et début 2010, de souffler, on peut avoir une année de transition où voilà, avoir frôlé la catastrophe, on est en train d'un peu de penser nos plaies et de se dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour pour s'en sortir. Et là, on a beaucoup parlé d'austérité en Europe. Maintenant, il va falloir parler de croissance, c'est-à-dire comment faire redémarrer une économie qui est à l'arrêt. Hein, on est quand même sur des niveaux. La Chine, elle part de rien, donc de faire 10% de croissance quand vous partez de rien et que il y a les trois quarts de la population qui est misérable. Bon, ça se fait. Ils en ont besoin d'ailleurs. Mais pour nous, vieille Europe, déjà extrêmement riche, bah, c'est dur de continuer à faire de la forte croissance parce qu'on est déjà, regardez le parc automobile, regardez, voilà, on a tous maintenant de smartphones, on a une voiture dans le garage, voilà, donc ça devient compliqué, on a plus ces besoins, c'est des marchés de renouvellement. Donc, il faut trouver des nouvelles innovations, des nouvelles sources d'intérêt. Et effectivement, quand il y a une rupture technologique, on le voit par exemple pour Apple avec ses iPhones, iPad, etc. Bah là, il y a quelque chose qui se passe et les gens achètent et puis c'est mondialisé, donc ça peut aller très vite. Donc bon, je fais une digression. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est tout simplement le marché, il est aujourd'hui fragile parce qu'il est en convalescence, donc il remonte parce qu'on est vraiment, on avait surpricé la baisse. Donc on était archi noir. D'ailleurs, quand on est archi noir, vous savez qu'il faut commencer à acheter. Hein. On achète au son du canon. Et là, aujourd'hui, qu'on a bien monté, eh ben, ça serait peut-être le moment, effectivement, de dégager un petit peu. Et une journée comme aujourd'hui, on voit, hein, il y en a une grosse journée de baisse, 3,5% le 6 mars. On peut peut-être assister encore à quelques journées pour aller récupérer peut-être, je vous disais, les 3400 points, en tout cas sur le CAC, ça ne m'étonnerait pas parce qu'encore une fois, voyant ça sur une tendance long terme, depuis novembre, on a déjà gagné plus de 25% sur les indices européens. Je me souviens plus de votre question et je ne sais pas exactement si j'y ai répondu. Je suis désolé, Fabien. En fait, ma question c'était plus votre sentiment à vous, parce que vous faites des constats. De toute façon, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas le droit de conseils, mais c'est simplement avoir votre avis à vous. Vous avez répondu en partie, hein, par rapport à l'évolution à venir des actifs à risque dans leur ensemble, puisqu'on sait que l'ensemble des marchés est corrélé. Et donc là, plus spécifiquement, puisque vous êtes intéressé au marché actions, on peut prendre également l'euro qui est actuellement un actif à risque. Voilà, votre vision et votre sentiment par rapport au mois à venir. Bah, moi, sur l'euro, je suis. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Il faut comprendre pourquoi l'euro résiste. Donc, moi, je me pose des questions. Je vous dis, après avoir cette injection massive, donc avoir fait tourner à la planche à billets, pour moi, l'euro devrait retomber assez durement sous les 1,30. Et après, les seuils, c'est 1,28, 1,25, 1,20, 1,18. 1,18 le plus bas. Je vais le mettre sur une grande période. Sur du 2 ans, vous voyez, on l'a fait justement déjà hein, après la première alerte sur la Grèce. On était tombé vraiment à 18. Le monde ne faisait plus confiance à la zone Europe puisqu'il y avait ce caillou dans la chaussure, ce caillou, voilà, ce caillou grec dans la chaussure. Et puis finalement, vous voyez qu'on a traversé. Enfin, le problème c'est pas résolu et au contraire, le pays a fait faillite. Et aujourd'hui, on est plus haut. Donc c'est quand même curieux qu'après une faillite d'un des membres de l'État, on soit aujourd'hui avec une monnaie qui est quand même surévalué et fortement surévalué. Alors, qui a intérêt à ce que la monnaie soit surévaluée? Bah, tous les gens qui dévaluent leur monnaie. Donc, évidemment, au premier chef, bah, les Chinois hein, qui déséquilibrent le commerce avec une monnaie sous-évaluée alors que c'est eux qui exportent le plus. Ensuite, les Américains qui eux aussi sont en pleine recovery et ça se passe pas trop mal puisque eux, ils ont réussi avec un dollar faible bah, à maintenir et à refaire partir leurs industries. Et donc, eux, ils n'ont pas du tout envie de voir un euro qui serait trop bas. Et puis après, il faut bien comprendre qu'il y a, on le soulignait tout à l'heure, un phénomène de vase communicant. C'est-à-dire si aujourd'hui on a des matières premières qui sont extrêmement chères, enfin qui deviennent ou qui flambent de nouveau, une manière de s'en protéger, ça va être justement d'avoir une monnaie forte. Aujourd'hui, pourquoi le prix à la pompe est si élevé? C'est tout simplement parce que on a non seulement bah, des prix du WTI qui sont, enfin du pétrole, qui sont chers, enfin qui sont en train d'augmenter, mais surtout qui sont libellés en dollars. Alors quand vous avez une monnaie forte, finalement, que le pétrole monte, et bah c'est pas grave, c'est compensé par le fait que votre monnaie s'apprécie. Et souvenez-vous, alors il faut remonter un petit peu plus haut, l'euro a jamais été aussi fort qu'en 2008, quand ici
quand on était en pleine flambée également des cours du pétrole. Donc finalement, à la pompe, hein, c'est pour ça qu'on est à un record aujourd'hui, on aurait dû avoir à ce moment-là un record à la pompe. On devrait être même à 2 euros ou plus. Mais comme on avait en même temps une monnaie qui s'était fortement appréciée, d'accord? Eh bien, finalement, il y avait, on achetait un actif qui était devenu cher, mais avec une monnaie qui s'était appréciée encore plus, et donc c'était finalement assez neutre, ok? Puisque voilà, la devise s'était appréciée même plus fortement que le cours de la matière première. Donc c'était l'avantage. Aujourd'hui, qu'on a une devise un peu plus faible, enfin même beaucoup plus faible, et qu'on a une commodities, donc le pétrole qui monte, eh bien forcément, on va payer, in fine, nous, pauvres consommateurs. Alors peut-être vous pouvez faire du hedging sur vos consommations d'essence si vous prenez la route tous les jours. Hein. Je sais pas, ça peut être intéressant de tenter une petite position sur le CFD pétrole et plutôt à la hausse. Bah, pourquoi pas. Donc ça explique aussi pourquoi, parce que les gens vont se couvrir. Donc se couvrir, comme les deux sont corrélés, eh bien on voit que bah, la devise est en train de progresser à cause ou grâce aux commodities, c'est-à-dire à cette flambée. Voilà. Bon, pour répondre encore une fois plus précisément à la question, on n'est pas dans, enfin voilà, c'est pas un marché très, c'est un marché qui est, je vais pas dire faussement bullish parce que la tendance elle est clairement à la hausse. Je me remets sur le CAC. Non, ça serait, on peut pas vraiment jouer la baisse en ce moment. Les gens qui sont pas rentrés sur les marchés, je pense aux gestions qui sont restés un petit peu en deçà. Donc tous vos gérants de fonds aujourd'hui sont bien embêtés parce que s'ils n'ont pas pris les 10 ou 15% du début de l'année, bah maintenant c'est dur de rentrer. C'est dur de rentrer. Hein. Donc tout le monde guette la baisse. Et cette baisse ne vient pas trop parce que dès lors qu'il y a une petite baisse, bah, les gens en profitent pour recharger un petit peu en se disant oui, mais si ça continue à monter, je ne veux pas être en dehors du marché. Donc c'est une hausse qui s'auto-entretient. Je pense pas qu'on puisse assister à un vrai crack parce que justement derrière il y a des liquidités pour faire face et des gens qui veulent rentrer sur ce marché qui s'est quand même normalisé. Mais il y a des facteurs de risque. Encore une fois, rien n'est réglé en Europe. On a remboursé la dette avec de la dette. On n'a pas de croissance en Europe, sauf un petit peu en Allemagne. Mais pourquoi l'Allemagne? Parce qu'elle a fait des réformes structurelles que, par exemple, en France, on a du mal à faire, qui sont en train d'être faites en Italie, qui sont en train d'être faites en Espagne. Donc on y viendra tôt ou tard. En tout cas, le gros débat, là, on a 2 ans, parce que le LTRO va durer 3 ans. Enfin, ils ont 3 ans pour rembourser. Alors on en fera peut-être un autre après, mais c'est pas bon parce qu'on est en train de faire de la cavalerie à l'échelle étatique. Donc il faut vraiment qu'on se mette d'accord pour de se dire voilà quel est le plan de route pour l'Europe pour 2017-2018 sortir de la crise. Et dès lors qu'on aura ça et qu'on aura des règles uniques pour le marché européen, à ce moment-là, le marché, c'est-à-dire les investisseurs institutionnels internationaux, vont revenir sur les marchés et recommencer à faire confiance à la vieille Europe qui paraît aujourd'hui pas un placement très sécure, très sécuritaire, très serein. Donc il vaut mieux, quitte à prendre du risque, aller soit sur les émergents, Brésil en tête plutôt que la Chine que je ne recommande pas parce qu'ils ont un système très opaque, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais ça n'a pas l'air terrible, on se prépare une belle bulle dans le secteur immobilier. L'Inde, c'est bullish aussi, mais c'est pareil, c'est assez opaque, c'est un système assez compliqué. La Russie, c'est pas mal parce que c'est un pays pétrole, donc quand le pétrole va, la Russie va bien. Le pays qui a le BRIC, donc le pays émergent, ou la nouvelle économie, comme on dit, parce que c'est pas bien les pays émergents, ça fait longtemps qu'ils ont émergé. La nouvelle économie qui paraît la plus stable et avec le ratio risque-rentabilité le plus favorable, c'est le Brésil. Donc c'est vrai que si vous voulez diversifier aujourd'hui, aller chercher un peu d'exotisme dans votre portefeuille, je pense que le Brésil est un bon compromis. Il faut aller voir de ce côté-là. Ok. Un petit mot par rapport aux réformes fonctionnelles dont vous avez parlé, là, qu'aurait subi l'Allemagne et qui est en train de suivre l'Italie, etc. D'après vous, ça repose sur quoi ces réformes fonctionnelles au niveau des États? Les réformes structurelles, bah, c'est tout simplement le marché de l'emploi. Hein. Vous savez, les Allemands, ils ont quand même fait des choses assez extraordinaires. Tout le monde s'extasie sur les bénéfices records de Volkswagen, 15 milliards d'euros ou 14 milliards l'an dernier. Un groupe, tout semble réussir, mais il y a des gens, enfin, ils ont négocié ensemble, ils se sont mis autour de la table et ils ont dit, bah voilà, pendant 2 ans, il n'y aura pas d'augmentation. Il y a une partie des gens de l'usine qui vont se mettre un jour par semaine au chômage, donc ils vont perdre 20%, hein. En général il y a 5 jours dans la semaine, donc 20% de leur salaire.
En contrepartie, bah, on va restructurer, on va passer les années difficiles. Et puis, ben, aujourd'hui, les gens sont contents parce que ben, les actionnaires, ils sont tous actionnaires. C'est ça aussi, c'est le manque de culture financière et boursière que dans notre pays. C'est un peu dommageable, mais voilà, on y travaille. Euh, et ben, aujourd'hui, je prends juste cet exemple hein, parce il est vraiment très parlant. Aujourd'hui, donc après avoir fait beaucoup d'efforts, ben, aujourd'hui, Volkswagen, c'est un groupe qui est un des leaders mondiaux, sinon le leader mondial, et qui a pu donner royalement une prime à tous ses employés de 7500 euros. Euh, et voilà, et qui promet maintenant des augmentations de salaire dont on est très très loin en France, donc à 4%, 5%. Le plus grand syndicat, IG Metall, allemand, a demandé même des augmentations de 6,5%. Donc ils demandent 6,5 pour à 4,5, mais ils les auront probablement. Donc voilà, c'est l'idée. Je ne sais pas si on est capable en France, on verra dans d'autres pays, enfin en tout cas en France, je ne sais pas si on est capable de faire ça, d'avoir cette culture. En tout cas, en Espagne ou en Italie, d'autres grands pays, bah voilà, les mesures ils sont en train de les prendre, elles sont très fortes, elles sont très dures pour les salariés, mais ça va dans le bon sens parce que demain ils mettent en place les conditions d'une croissance durable. Je ne veux pas rentrer dans les débats, voilà, le travail trop cher, les charges sociales, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment, euh, je souhaite longue vie à Vidéo Bourse et peut-être vous allez vous développer et embaucher deux ou trois employés, mais pas avant un certain temps parce que ça coûte tellement cher quand vous payez un salarié, vous voulez lui donner simplement 1000 et il faut sortir 2000. Eh ben, c'est pas possible, c'est tout. C'est simplement ça. À moins d'être une très grosse boîte et d'être déjà rentable, créer un business en France, c'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est pas normal parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des idées formidables, qui ont envie de faire. Et ben voilà, avant d'avoir fait le moindre euro de chiffre d'affaires, vous avez déjà énormément de charges à payer. Vous avez, voilà, c'est très compliqué. Et on n'est pas dans un climat qui veut, qui veut aller de l'avant. Enfin, on a fait une petite innovation avec l'auto-entrepreneuriat, mais auto-entrepreneur, c'est quand vous avez déjà un business que vous voulez, où vous êtes déjà salarié et puis vous voulez faire votre activité de photo ou vendre des trucs à côté, quoi. Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut travailler justement les toutes petites entreprises, leur permettre d'avoir zéro taxe, zéro charge et d'embaucher sans rien, en tout cas pendant peut-être les 2 ou 3 premières années ou jusqu'à X milliers d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, qu'on vous laisse faire gagner un peu d'argent, vous développer, conclure des contrats, des partenariats, et puis ensuite vous allez redistribuer, repayer des taxes, des impôts, etc. Mais pas étouffer les petits business qui se montent dès lors que voilà, vous avez déposé votre dossier de SA, de SARL ou de SAS. Donc voilà, c'est un exemple de réforme. Je suis assez attaché à ça, sans être un libéral à tout craint, parce qu'après, je suis. Bah voilà, je pense qu'aussi ceux qui gagnent beaucoup d'argent, bah c'est normal qu'ils payent un impôt. Je suis pas pour l'impôt confiscatoire comme on entend aujourd'hui à plus de 75% au-dessus d'un certain montant. Je pense que là aussi, ça va plutôt déprimer les jeunes et ceux qui ont envie de faire fortune voilà, en travaillant peut-être plus que les autres ou qui ont une bonne idée. Donc ils vont aller créer leur business ailleurs, donc c'est pas forcément bon. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses, les mentalités peuvent changer. On est dans des années de crise, ça veut dire qu'aussi les gens sont prêts à faire les efforts, mais ils sont prêts à faire des efforts si aussi il y a des lendemains meilleurs. C'est-à-dire que si on propose que de l'austérité, que des nouvelles taxes, à un moment c'est aussi déprimant pour tout le monde et je suis pas sûr qu'au final ça sera très productif pour tout le monde. Ok. Donc, en tout cas, merci, c'est vraiment approfondi. Donc, déjà, vous êtes responsable de CNC Market France. Est-ce que vous-même vous tradez ou vous avez tradé vous avez dit que vous avez travaillé dans de nombreuses boîtes, etc. Ou est-ce que vous avez toujours eu un poste comme ça je sais pas exactement comment on peut dire, de direction et donc qui vous amène à faire de l'analyse fondamentale, mais est-ce que vous-même vous prenez des positions ou pas spécialement? Alors j'ai pris pendant longtemps des positions. Aujourd'hui, ma fonction me permet pas et j'ai comme on dit le responsable de la conformité qui est dans les locaux, donc je vais pas m'amuser à trader sur mon compte. Non, je prends plus de position. Et je dirais même que vous pouvez pas faire les deux en même temps. Bon, déjà une fonction, c'est vrai j'ai une équipe à gérer. Voilà, on fait de la pub, on intervient dans les médias. Il y a mille et une choses à faire tous les jours pour faire tourner un business. Donc c'est mon business aujourd'hui. J'adore le trading. J'ai commencé la bourse
en 1998 avec Fimatex. Donc c'était le courtier de la Société Générale. Pour la petite histoire, en fait, j'ai fait l'armée, mais dans un service civil. Donc à l'époque, soit vous alliez porter le FAMAS pendant 10 mois, soit vous alliez aider. Ben voilà, moi j'ai aidé une communauté de communes près de Bordeaux dans une association euh, et bon, ben, j'ai ouvert un petit compte. Donc très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que mon premier trade d'ailleurs c'était sur le raid BNP Société Générale Paribas où j'ai perdu de l'argent. J'avais pas compris que les fonctionnements du SRD, j'avais pris un gros effet de levier. Et puis, une fois de plus, tiens, la régulation française est intervenue. Donc l'AMF a dit pas de surenchère. Enfin, il y a eu quelque chose comme ça. Donc du coup, moi, j'ai spéculé qu'il y aurait une contre-offre et j'en ai été, j'étais dedans, quoi. C'est pas un super trade pour un premier trade. Et pourtant, j'étais assez convaincu qu'il y aurait une bataille boursière épique. Et puis non. Donc j'ai perdu un peu d'argent. Et puis donc j'étais à Bordeaux. Quelques temps après, il y avait un magazine boursier qui organisait une rencontre avec des entreprises du nouveau marché à l'époque. Et là, il y a un gars qui vient et c'était le directeur de Perfect Technology. Donc je sais pas si ça parle à certains des vieux de la vieille, voilà, en tout cas qui étaient sur le marché dans les années 2000. Et Perfect Technology, c'est une boîte qui faisait de la vidéo sur Internet vaguement. On était à l'essor d'un truc, etc. Et je me retrouve à acheter pratiquement tout mon portefeuille. Alors c'était pas une fortune, hein, c'était l'équivalent de 20 000 francs. Donc. Et ensuite, l'année 2000 arrive, donc le tournant 99-2000. On passe le bug et la bourse se met à flamber avec la pression, enfin la bulle d'Internet. Et moi j'étais sur Perfect Technology et elle bougeait pas du tout. Donc tout le monde prenait des 10-20% par jour. Et moi j'étais collé avec mon Perfect Technology qui décollait pas. Et puis un jour quand même ça a commencé à bouger. Et puis elle est passée de 18 à 20, 20, 22, 24. Donc je me dis chouette, c'est bien là, je suis en train de gagner un peu d'argent. Et en fait c'était une cotation qui se faisait, il y avait 2 fixings par jour, un à 10 heures, un à 16 heures. Ou même qu'un seul à 16 heures. Passe l'ordre. Et en fait l'ordre passe pas parce que il y avait une suspension de cotation ce jour-là et l'action a flambé. Alors pour mon histoire personnelle, c'est à cette époque-là que tout en étant en surveillant mon compte, j'intègre Fimatex, donc en tant qu'employé. Donc j'étais au service client, on avait des centaines d'appels par jour de gens qui voulaient investir ou ouvrir des comptes, donc c'était formidable. Donc je connaissais très bien le courtier puisque j'avais mon compte là-bas et donc c'était facile pour moi de renseigner les gens. Et puis en même temps, tout le monde avait un compte. Alors je peux vous dire du sol au plafond dans la boîte, même le balayeur, même la femme de ménage, elle faisait de la bourse. C'était assez hallucinant comme période. Et puis mes Perfect Technologies, donc elles sont passées gentiment de 30 à 50, de 50 à 60, à 80. Et après, j'ai laissé filer, je m'en suis plus occupé jusqu'à mars à peu près. Là, je me suis dit, il faut sortir. Pourquoi? Parce que l'action avait tout simplement décuplé, c'est-à-dire elle était au-dessus de 200 euros. Donc j'ai passé mon ordre de vente et je l'ai vendue, je pense, au pic du pic. Vous ne pouvez pas faire mieux. Hein. Elle a été vendue à 220 euros. Donc une action que j'avais achetée de 18 a été revendue 220. C'est mon plus beau coup boursier et je vous cache pas que j'en ai pas refait depuis aussi spectaculaire. C'était compliqué de s'arrêter en mars 2000 parce qu'on pensait que l'euphorie allait durer. Hein. Il y avait des millionnaires partout. Tout le monde avait un projet de .com ou de business internet. Et donc j'ai tout réinvesti dans plein de boîtes, des Liberty Surf, des Phi System, des Callisto, enfin plein de boîtes qui se sont cassées la gueule et qui n'existent plus aujourd'hui. Et donc vraiment touché à tout. Donc j'ai tout essayé, tout ce qu'il y avait, et même les nouveautés. Donc les trackers, les varans, les turbos. J'ai même fait du click option, c'était le truc de la Société Générale. Donc en 2002, je reviens de Londres parce que le Fimatex UK ferme. Hein, il n'y avait pas assez de clients, on était en pleine crise, donc on n'arrivait pas à recruter. Et là, en revenant, j'arrive chez Fimatex et on me dit, Fimatex va changer de nom, on vient de racheter le portail Boursorama. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas Boursorama qui a racheté un courtier, c'est Fimatex, groupe Société Générale, qui s'est payé Boursorama pour 60 millions d'euros. Voilà, et qui a changé de nom parce que Boursorama était beaucoup plus porteur. Donc j'ai continué chez Boursorama, j'ai fait pas mal de choses, il y avait énormément de développement. Et j'ai quitté Boursorama le jour où Boursorama a décidé de devenir banque. Parce que tout simplement, quand on adore le marché, qu'on est passionné par les marchés financiers, ce qui est mon cas, j'ai 2 passions, c'est la bourse et Internet. Voir un groupe qu'on a connu, qu'on a aimé, qu'on a développé, faire de la banque,
Donc vendre de la carte bleue, du crédit immobilier, c'est pas vraiment, ça correspondait plus du tout à ce que je voulais. Et donc j'ai changé de crèmerie. Donc pour rester sur les marchés, à partir de ce moment-là, j'arrive chez BNP B Capital, à la tête du desk Futurs et Options. Donc là, je reviens carrément à 200% sur les marchés. En revanche, les règles se sont durcies à partir de 2007 et s'il est possible de trader, mais avec des règles tellement compliquées, c'est-à-dire que vous voulez lever, il devient absolument impossible de trader, en tout cas en rapide et enfin voilà, tout ce que requièrent les marchés. Donc là, à partir de ce moment-là, je n'investis plus, ou plutôt pour être tout à fait complet, plus du tout en direct. Je le fais à travers des fonds, à travers des trackers, à travers des choses où on peut pas m'accuser entre guillemets. J'ai le droit d'avoir un contrat d'assurance vie avec, je sais pas, des fonds Carmignac, financière d'échiquier, etc. Parce que je sais pas du tout ce que fait le gérant. Donc là, c'est autorisé. Ce sont les règles qui sont applicables après à tout le monde. Faut pas non plus totalement vous empêcher d'investir. Et donc, je dirais, j'ai plus de gestion active aujourd'hui, même si au travers des clients, on est toujours un peu sur les marchés parce qu'au jour le jour, on voit les trades des clients, on est dessus, on est sollicité pour effectivement toujours, même si c'est pas une recommandation, donner un avis, apporter des éclairages. Donc, on continue à vivre les marchés. En revanche, pour être tout à fait complet, je pense qu'il est beaucoup plus important aujourd'hui d'être au service de ses clients et je le dis vraiment de manière très très directe. Il faut pas être sur les marchés parce que sinon vous avez un biais psychologique. Par exemple, vous êtes long sur le CAC, vous avez un client qui vous dit je veux shorter, vous allez malgré vous essayer de le convaincre de pas le faire parce que vous-même vous n'y croyez pas. Donc il y a un biais qui se met en place dès que vous êtes engagé sur le marché et à ce moment-là vous pouvez plus conseiller. Chez B Capital, on pouvait conseiller, et j'ai remarqué que c'est absolument impossible de conseiller quelqu'un ou d'être neutre, et il faut être neutre dans un marché. Quand un client perd de l'argent qui vous demande qu'est-ce que je fais, est-ce que je coupe, est-ce que je reste, si vous êtes vous-même dans le même sens que le client, vous n'avez pas à lui dire qu'il faut couper, puisque vous-même vous tenez votre position. Donc c'est absolument incompatible, et vous pouvez aller contre les intérêts de vos clients. Ça, c'est si vous faites du conseil, ce qui n'est plus mon cas. Et de toute façon, dans toute l'industrie aujourd'hui, c'est strictement réglementé et les règles sont tellement strictes qu'il est absolument impossible de faire du trading actif et d'avoir des positions ouvertes en même temps que d'avoir une autre activité. Là, ça serait le suicide. Je vous donne un seul exemple, mais ça arrive peut-être aux gens qui nous écoutent. Si vous mettez en position, vous avez une réunion express qui démarre, il y a un chiffre, n'importe quoi, ça décale, vous revenez à votre bureau, vous avez perdu 30 pips si vous êtes sur l'euro-dollar ou 40 points si vous êtes sur le CAC. Vous avez oublié de mettre votre stop ou vous l'avez mis un peu vite, l'ordre n'est pas confirmé. Il peut tout se passer. Le trading, faut être dessus. Faut s'en occuper, je dirais à 100%, sinon c'est très compliqué. Okay. Donc non, plus de trading pour moi, mais je reste absolument passionné par ça. Et voilà, j'adore ce que je fais, même si je m'en éloigne un petit peu aujourd'hui. D'accord. Vous avez donné un exemple de réussite pour votre part sur le titre que vous avez évoqué. On sait qu'on a une majorité des traders particuliers qui perdent de l'argent sur le long terme sur les marchés. On a aux États-Unis la NFA qui oblige les brokers à publier en fait leurs statistiques et leurs ratios de traders gagnants par rapport aux traders perdants, etc. Vous, chez CMC Market, est-ce que vous avez des statistiques de ce type? Est-ce que vous avez... Non, mais on va le faire. Parce que, encore une fois, vous avez raison, Fabien, il y a plein de... Surtout sur ce monde assez nouveau et à réputation sulfureuse des CFD et du Forex, on entend toujours oui, mais c'est un marché où on ne peut pas gagner, 95% des gens perdent, il n'y a que 1% ou 2% de gagnants. Et j'ai fait les stats en février. Alors c'est vrai que le marché était bullish, c'est vrai que les gens ont tendance, les investisseurs particuliers, à être structurellement longs, donc c'est un marché qui les a pas mal aidés. Et ça m'a surpris parce finalement on a plus de gagnants que de perdants sur le mois de février. Je dis pas que c'est tous les mois comme ça, mais ça veut dire qu'on a 55% ou 60% de gagnants par rapport à 40% de perdants sur le mois de février. Donc vous voyez que je vous parle de l'ensemble des clients actifs. Si on regarde les gens qui ont fait des gains, les gens qui ont fait des pertes, voilà les répartitions. Ça veut dire que les gens ont majoritairement gagné de l'argent. Encore une fois, ça sera plus facile quand le marché est porteur, parce que les particuliers aiment la hausse, enfin jouent plutôt la hausse que la baisse. C'est dommage parce que la baisse, on peut. Deuxièmement, quand vous êtes vendeur, il n'y a pas c'est des pertes illimitées puisque le marché peut monter à l'infini, alors qu'à la baisse, votre action elle tombe à zéro, vous avez tout perdu, mais vous n'avez pas perdu plus. Bon,
Donc ces stats, je pense qu'on est en train de travailler justement sur un indice qu'on voudrait publier mensuellement pour casser un peu les idées reçues sur cette industrie. Euh, et c'est assez étonnant parce que on dit toujours oui les CFD, mais je vous assure que pour avoir traité sur d'autres, enfin traité et animé d'autres produits ou d'autres salles, avoir vu d'autres salles qui traitaient des produits dérivés, mais c'est exactement la même statistique sur les futurs, sur les options, sur les varants, sur les turbos. Dès lors que vous avez des produits à effet de levier, comme le problème, c'est pas l'effet de levier. Le problème, c'est qu'il est utilisé mal. C'est-à-dire que vous avez pas des mauvais produits sur le marché. Mais souvent, il y a des risques excessifs qui sont pris. Et à ce moment-là, le client, je ne vais pas dire qu'il est de mauvaise foi, mais va se retourner et dire c'est pas moi, c'est le courtier qui m'a dit, qui m'a donné un produit 100 km/h, sauf si on est pilote professionnel. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de pilotes professionnels. Par contre, bah, le produit est très accessible. C'est pas comme une Ferrari. Donc, les gens vont perdre de l'argent et après dire, bah voilà, il y a trop d'effets de levier. Mais non, c'est que il a été utilisé à mauvais escient. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est très important parce que d'ailleurs, quand les gens gagnent de l'argent, il y a jamais de plainte entre guillemets ou de mauvais coucheurs qui vont dire, bah tiens, j'ai gagné trop d'argent. Pourtant, bah, l'effet de levier, il est à la hausse comme à la baisse. Mais on est ainsi fait, ou du moins une certaine catégorie de gens, de dire, ben voilà, c'est la faute du market maker parce que il m'a coupé, il m'a pas laissé, il m'a fait ci, il m'a fait ça quand je perds. Et je dis market maker, mais j'ai vu les mêmes chez Boursorama, j'ai vu les mêmes dans d'autres établissements. Et tout le monde a les mêmes, d'accord? Voilà. Donc je pense qu'il faut aussi, on est tous responsables, on est tous des grands garçons. Je suis désolé pour les demoiselles qui nous écoutent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de garçons, de traders masculins que de filles. Enfin, les filles qui sont sur ces marchés sont assez redoutables et pas mal et assez fortes en général. En tout cas, ben voilà, on est tous donc des gens responsables. Il faut, quand vous prenez position sur ces marchés, que ce soit à chaque fois qu'il y a de l'effet de levier, mais bon, on peut perdre de l'argent sur Alcatel, hein, on peut perdre de l'argent sur Natixis, sur BNP sans effet de levier. Voilà, il faut arrêter d'accuser les autres. Le CFD est un produit fantastique parce qu'il vous donne accès à tout un tas de marchés avec un gros effet de levier, avec des frais extrêmement réduits. J'en ai pas parlé, mais vous avez des frais quand même qui sont 10 fois moins importants. Hein. Donc vous pouvez passer sur les actions. Pour 1 euro, vous pouvez passer des ordres à 2500 euros, parce qu'on est à 0,04% de frais. Donc un ordre à 10 000 euros, il va vous coûter 4 euros de frais en action. Sinon en indice ou en devise, il y a juste le spread. Et le spread, il est très faible. Il est de 1,5 sur le CAC. Il est de 0. Donc du levier, des frais très bas. Mais attention, au final, vous êtes responsable quand vous prenez une position de 10 000 euros, vous avez 10 000 euros engagés sur le marché. Donc voilà, si c'est 100 000, c'est 100 000. Faites attention, parce que c'est votre argent, que l'argent, bah, en général, c'est une ressource rare, en tout cas pour la majorité d'entre nous. Donc voilà, c'est pas un jeu, vous pouvez vous entraîner sur la plateforme de démo, là, il n'y aura aucun risque. Mais in fine, voilà, c'est un investissement, il faut le faire sérieusement, il faut le faire régulièrement. Et puis, bah, s'il y a des pertes, il y a des pertes. De toute façon, le marché, c'est un monde assez brutal. Hein. Vous êtes en compétition avec tous les autres gens qui traitent avec vous, contre vous. Donc, à un moment, si vous pensez que vous allez gagner à tous les coups, bah non, il faut pas faire de trading parce que c'est pas vrai. Il y a personne qui a gagné à tous les coups. Même Warren Buffett, l'homme aux 50 milliards ou plus de dollars, bah, il a fait des pommes, hein. Il a fait des pommes, il s'est volé. Il n'y a pas de mauvais instruments. Je pense que il n'y a pas de mauvais produits. Il y en a qui sont un peu plus chers que d'autres. Je pense au Varan, au Turbo, etc. Parce que là, il y a des coûts importants, effectivement, qui sont cachés mais qui sont importants. Le CFD, lui, il est transparent, il est facile d'accès. Mais in fine, ça reste quand même du marché, c'est-à-dire voilà, c'est pas un billet de tac au tac, c'est quelque chose à faire avec sérieux. En tout cas, si vous voulez avoir une chance de gagner de l'argent. Ok, un mot là par rapport au spread que vous avez évoqué sur euro-dollar 0,7. C'est quoi? C'est en condition de marché normale? C'est le spread le plus bas? C'est le spread moyen? C'est quoi 0,7 précisément? Alors, j'espère que tout le monde voit mon écran. Ouais, on le voit bien. Ici, vous voyez, on a la cotation euro-dollar. 1,3246, 1,3247. Donc en fait, voilà, on l'a agrandi ici. 46,8 à 47,5. Vous voyez qu'il y a exactement 0,7 pip. Alors qu'est-ce que c'est un pip dans le jargon boursier, enfin cambiste, pardon? Eh bien, c'est la 4e décimale après la virgule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si évidemment je suis c'est comme si j'allais au bureau de change. Hein. Si je vais changer 1 euro, bah, je gagne. Enfin, on me donne 1,32 44,6 et si je le revends, eh ben, je vais le revendre
à 1,40 avec 0,7 de différence. Ok. Maintenant, évidemment, on ne va pas traiter un euro. On va traiter des lots plutôt de 10 000 ou de 100 000. Alors, je vais vous faire l'exemple parce que c'est plus parlant sur 100 000. Donc, si je passe une position ici à l'achat de 100 000 euros versus dollars. Voilà. Donc, ici, vous voyez, pour une quantité de 100 000 euros, j'ai une contre. Chaque variation de pip, de point, cette quatrième décimale après la virgule, va coûter 1 dollar. Parce qu'on cote après dans la devise de base. Donc, si je gagne 10 pips, je vais gagner 10 dollars. Si je perds 10 pips, je vais perdre 10 dollars. Okay. Maintenant, comment se rémunère le courtier, le market maker? Eh bien, on va se rémunérer tout simplement entre la différence entre le prix acheteur, ou la patte acheteuse, et la patte vendeuse. Et c'est ce qu'on appelle le spread. Et ce spread, généralement, il est de 1, de 2, de 3 chez les brokers. Et ben chez nous, on l'a abaissé, encore une fois, parce qu'on a des volumes extrêmement importants sur près de 80 000 clients, donc on peut se permettre de baisser. On achète un prix de gros qui doit être encore plus faible. Hein. Voilà, il n'y a pas de secret, hein. On fait un prix faible parce que, bah voilà, hein, c'est comme le coût de la minute des téléphones. Nous, on a un spread qu'on fait auprès des différentes banques qui est encore plus faible, donc on peut vous faire un prix extrêmement faible. Voilà, donc c'est 0,7, c'est fixe, et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le CAC, là, sur l'euro-dollar, on cote 24 heures sur 24, excusez-moi, et ça commence, pour ceux qui s'intéressent au Forex, le dimanche à 22 heures. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a l'ouverture des marchés asiatiques et de l'Océanie, et ça termine le vendredi à 22 heures avec la clôture de Wall Street. Voilà, donc 0,7, il y a faire téléchargement de démo, et ensuite vous pourrez simuler des achats et des ventes. Donc c'est placé vous voyez, dans les conditions du réel. Là on est sur le prix en temps réel. Donc vous vendez si vous pensez que l'euro contre le dollar va baisser, et vous achetez si vous pensez au contraire qu'on va avoir une augmentation de la devise par rapport au dollar. Alors spécifiquement par rapport au Forex, ce que vous proposez en fait c'est des CFD sur Forex, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, mais comment vous pouvez afficher un spread? Alors 0,7 déjà c'est excellent, vraiment, même en conditions de marché normales, mais en plus de ça vous dites en fixe, ce qui veut dire que même quand on a des nouvelles qui tombent ou des conditions de volatilité spécifiques, vous allez garder 0,7, mais derrière, est-ce qu'il va y avoir une exécution plus lente? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Parce que quoi qu'il arrive, le spread interbancaire il s'élargit quand on a une nouvelle ou de forte volatilité. Donc comment vous faites pour lutter contre ça et pour maintenir un spread aussi faible en fait? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. Dans les conditions normales de marché, on va garantir, on va essayer d'assurer cette cotation au maximum. C'est vrai que s'il y a le chiffre du chômage ou de l'emploi américain premier vendredi du mois, il peut y avoir des spreads. C'est tout simplement, oui, il y a des écarts qui se creusent, et à ce moment-là, notamment sur des grosses quantités. Donc là, on est sur 100 000, hein, ça va passer comme une lettre à la poste jusqu'à 1 million, 2 millions, 3 millions. Quand ça dépasse 3 millions d'euros, dollars, ce qui est quand même une somme, hein, puisque vous êtes sur chaque point, sur un PIB, vous serez donc sur 3 millions de dollars, ça fait 300 dollars le point, le PIB. Voilà, donc attention. À ce moment-là, vous pouvez, puisque nous derrière il faut qu'on trouve effectivement la contrepartie et être sûr qu'on peut assurer ce prix. L'idée c'est pas non plus de vous fixer un prix et nous d'être complètement j'allais dire nu en position à nu, c'est-à-dire sans couverture. Donc il faut qu'on trouve la couverture et la contrepartie. Si on ne la trouve pas, il peut se produire ce qu'on appelle une recotation, c'est-à-dire que voilà le nouveau prix qu'on vous propose et vous avez 5 secondes pour l'accepter. Ok, soit c'est un prix qui vous convient et vous voulez à toute force rentrer sur le marché, même en consentant un petit écart par rapport à ce qui était marqué à l'écran, soit vous dites non, et à ce moment-là, l'ordre est annulé. D'accord? Donc, les seules conditions, effectivement, où on a une recotation, ça va être soit pour des ordres très importants, où il faut être sûr que nous, CMC Market, on ait la contrepartie. Ok? Donc, soit parce que il y a dans la base de clients des gens qui vont prendre la même position inverse, donc à ce moment-là, on est sûr d'être couvert. Hein. Si Fabien, vous êtes long de 1 million d'euros-dollars et moi je suis court d'1 million d'euros-dollars, pour le market maker, c'est un trade qui est couvert. Okay, il n'y a pas d'exposition au marché, donc pas besoin de couverture supplémentaire. En revanche, si vous achetez 10 millions et moi je suis short d'1 million, il y a 9 millions qu'il faut trouver. Donc c'est les fameux books, hein, les books de trading. Donc tout se passe à Londres, dans notre salle de trading à Londres. Et à ce moment-là, c'est ce book
Donc c'est le rôle du sales, du trader, de trouver la contrepartie, et évidemment au prix le plus bas possible, et pour coller en fait strictement aux positions des clients. Donc il y a une possibilité de décalage, hein, soyons extrêmement transparents et clairs là-dessus, c'est effectivement dans ces périodes de forte volatilité. Un dernier mot là-dessus, et ça c'est un avis de boursier. Moi j'ai un petit post-it, attendez, je vais essayer de vous le montrer, comment je fais pour passer sur le partage. Je vais vous montrer ce que j'ai sur mon bureau. Comme ça, j'espère que... Je sais pas si vous le voyez. Vous me voyez de nouveau à l'écran là ou pas? Non, Fabien? non, pas là. Comment je remets la caméra? Allez, ouais, c'est bon. Ok. Alors, bon, je tourne. Alors, le post-it, il est... Je sais pas si vous le voyez encore. Vous le voyez là? Voilà, donc ne pas trader en période de forte volatilité. Voilà, donc je l'ai pas écrit il y a 5 minutes, hein. Je n'ai pas préparé ça. C'est quelque chose que j'ai dû écrire à peu près l'an dernier à la même époque, et que je répète à mes clients. Pourquoi? Parce que les plus grosses tartes, excusez-moi l'expression, les plus gros gadins, ils se font sur des gens qui veulent être plus malins que le marché sur le chiffre. On sait qu'il y a un chiffre qui tombe, donc je me mets à fond, je vais être trivial, je bourre la cantine, comme on dit, c'est-à-dire je prends vraiment des positions extrêmement importantes en espérant voilà, que je sais pas, le chiffre du chômage soit excellent ou au contraire très mauvais, et à ce moment-là je vais pouvoir faire des gains très bons, multiplier mes positions. Et malheureusement, même si vous avez un bon money management, il y a un tel écart à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle des spikes, hein, sur le marché, c'est-à-dire une telle volatilité, que vous allez être stoppé, vous allez rentrer, sortir du marché, d'accord? Parce que justement, comme vous l'avez dit, les prix sont en train de s'écarter. Donc c'est extrêmement compliqué de trader ces moments-là. Moi, je recommande, pour le coup, c'est pas une recommandation sur un instrument, c'est une recommandation de trading, d'éviter ces périodes de forte volatilité, d'attendre, de vous retirer du marché à 14h20, d'attendre que le marché prenne une nouvelle tendance, parce que des fois il y a des très très fortes variations qui durent pendant 1 minute, ça part en swing dans tous les sens, et ensuite il y a une direction qui se prend. Et à ce moment-là, vous pouvez rentrer de manière beaucoup plus sereine sur le marché. Voilà, donc je ne veux pas noyer le poisson. À ce moment-là, il est possible que sur nos prix, il y ait une recotation, mais elle sera clairement affichée. Vous êtes libre ou pas de l'accepter. Et ensuite, ma recommandation, c'est de traiter plutôt dans des conditions normales de marché. Je ne dis pas de traiter dans des marchés complètement plats et morts où on s'ennuie, mais d'éviter ces périodes de trop forte variation, parce que c'est vraiment casse-gueule, c'est les portes ouvertes à ce qu'on appelle les portes de saloon. Donc on était long, on se fait taper à la baisse, on se remet short, et à ce moment-là, le marché reprend une position, une tendance très fortement haussière. Ok, donc les positions minimales que vous proposez, vous, c'est 10 000, c'est ça, sur le Forex en l'occurrence? C'est donc 10 000 unités, donc un mini-lot? Alors vous pouvez faire... attendez, je sais plus, excusez-moi. La technique, je remets le partage. Donc vous pouvez choisir, hein, ça peut démarrer, vous voyez, à 50 000, 100 000, je crois même qu'on peut faire 10 000 au minimum. Vous choisissez vraiment votre quantité en fonction de ce que vous voulez faire. Donc si vous voulez faire 1 million, c'est possible. Si vous voulez faire 100 000, c'est possible. 50 000 ou 10 000, c'est tout à fait possible. C'est adaptable à votre zone de confort. D'accord, ouais, donc le minimum c'est 10 000, c'est ça? Au début, pour vous familiariser, je recommande effectivement de se familiariser avec des petites sommes. Alors évidemment, hein, le PIP il va pas vous coûter très cher, ni à la hausse ni à la baisse, mais vous serez plus tranquille. Cette variation, si vous êtes sur 10 000 euros, 10 000 euros dollars, chaque point de PIP vaudra 1 euro. Donc, voilà. Ok. Et chez CMC, c'est quoi le dépôt minimum? Commencer, et encore une fois avec des effets leviers maîtrisés. Mais là, on vous aidera, hein, encore une fois, on est prêt à passer du temps en formation, en webinaire, en séminaire, pour vraiment vous indiquer comment être à l'aise avec le marché. Je vous mets la page de formation. Hop, formation ici. Donc, on a pas mal de séminaires ou de webinaires qui sont en cours, enfin qui sont proposés, hein, en accès complètement gratuit. Alors, ce soir,
Le 22 mars, on a un bon, qui est pour les clients. Sinon, money management, maîtriser la plateforme, bon, pour ceux qui découvrent la plateforme, les avantages du CFD par rapport aux varants et futurs, les trucs et astuces de la salle des marchés, voilà, autant de choses qu'on aime à partager, à discuter avec vous. Et ça se passe généralement en soirée, soit à 18h, soit à 21h. Ok, très bien. Donc, un mot. Il y a quand même une partie des travailleurs particuliers qui n'arrivent pas à gagner de l'argent, même sur plusieurs années, même après de la formation, etc. Vous qui avez de l'expérience dans ce domaine, à votre avis, qu'est-ce qui marche? C'est ce qui est le plus intéressant. Donc, est-ce que on a plutôt des gagnants du côté des traders qui traitent sur du moyen long terme? Est-ce qu'on a plutôt des gagnants sur du court terme? Est-ce que c'est différent, c'est pas lié à ça? Est-ce que c'est le money management? Et d'un autre côté, ouais, après avoir défini ce qui marche, voir quelles sont les difficultés généralement rencontrées d'après vous et voilà, en gros, comment y remédier. Alors, il y a plusieurs questions. Je dirais que ce matin, on a démarré un séminaire, il y avait des clients, et je leur ai dit la chose suivante. Je leur ai dit, vous avez deux solutions. Soit vous allez traiter le marché comme quelque chose de rigolo, vous allez prendre beaucoup de risques, vous allez jouer à vous faire peur, vous allez prendre des grosses positions, ça va être fun, mais ça va pas durer longtemps. Parce que à un moment ou à un autre, le marché va se retourner et comme vous n'avez pas de money management très précis, vous n'avez pas de règles strictes ou de système de trading, le compte va disparaître. Et ou bien plutôt vous avez la position de faire quelque chose qu'on va vous montrer, qui est établir un système de trading, établir des règles de money management et surtout commencer à les suivre. Et c'est là où ça se complique, c'est que quand vous avez un système de trading qui est assez rébarbatif, presque un peu barbare, vous allez suivre ça, ça va être parfois d'un ennui mortel. Vous allez vraiment vous ennuyer devant votre plateforme à trouver une tendance, à détecter un point, à mettre vos stops et il se passe rien. Il se passe rien, c'est-à-dire que c'est comme quand vous êtes à une table de poker. Je fais attention avec cette analogie parce que c'est pas du jeu, mais voilà, des fois vous avez des mauvaises mains, il se passe rien sur le marché, on s'ennuie, il y a rien à faire, il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de mouvement et c'est ennuyeux. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on est à tendance de faire? Comme au poker quand on s'ennuie, c'est prendre une mauvaise main, un 2 et un 3 dépareillés et de jouer quand même. Et là de se dire bon, mon système de trading aujourd'hui, ça n'a pas l'air de fonctionner, donc je vais le faire à l'intuition et je vais prendre une grosse position sur le dollar, à la hausse ou à la baisse, et c'est là où ça crache. Donc, encore une fois, cassons une idée reçue, le système, c'est pas un truc très fun, c'est quelque chose qui demande rigueur, discipline, entraînement. Si vous voulez gagner de l'argent, il faudra en passer par là. C'est-à-dire que vous serez obligé d'avoir une activité je dirais plutôt plan-plan, c'est pas métro boulot dodo, mais voilà, il faut vraiment être extrêmement rigoureux et on est loin en fait du fun. Et je pense que très sincèrement, pourquoi les gens perdent de l'argent? Eh ben tout simplement parce qu'à un moment on a envie de s'amuser. N'oublions pas que le marché c'est le plus grand casino du monde. Donc il y a beaucoup de gens qui le traitent comme ça, de la même façon qu'ils iraient au casino, à la boule, au poker ou autre chose. Eh ben ils vont ou à la roulette, eh ben ils vont à un moment dire, moi je mets le paquet sur le CAC à la hausse ou à la baisse, ou je mets le paquet sur l'euro-dollar, je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop comment, et puis j'attends. Et je crois que c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont déterminés à gagner de l'argent et travaillent le marché et font un système de trading, il faut leur dire que c'est du boulot, il faut leur dire que c'est un peu rébarbatif au début, mais sur le long terme, quand on a un bon système de trading et un bon système de trading, ça nécessite d'en avoir testé des mauvais, donc d'avoir perdu un peu d'argent, ou beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut trader avec des petites quantités. Mais une fois que vous aurez fait vos devoirs, vous allez commencer, non plus à gagner, mais à commencer par arrêter de perdre. Et quand vous commencez à pas arrêter de perdre, ou savoir limiter vos pertes, alors vous allez commencer à gagner de l'argent. Ok, donc Je sais pas si ça répond tout à fait à votre question, mais c'est vraiment mon sentiment très profond, c'est qu'on a beaucoup de gens. Pourquoi les majorités des gens perdent de l'argent? Et moi, j'ai les trades des clients, donc je le vois. Et quand je leur demande, ils me répondent ça. Ils me disent, je sais pas trop pourquoi. C'est vrai que j'ai pas mis de stop pour une fois parce que je me suis dit, non, là, ça allait remonter. Et c'est à ce moment-là qu'ils prennent le max drawdown, c'est-à-dire la grosse perte qui leur efface une partie des gains et une partie des avoirs qu'ils avaient. ok, donc ouais, en quelques mots, ouais, pour vous, la clé de la réussite, c'est la discipline, c'est le fait d'éviter de prendre ça comme un jeu, mais vraiment comme un investissement. C'est ça en deux mots? Si vous voulez gagner de l'argent, oui.
D'accord. Si vous voulez gagner de l'argent, c'est exactement ça. Et encore une fois, désolé, mais ça va pas être très rigolo. Mais c'est comme une activité. Hein. Si demain vous voulez, je sais pas moi, être maçon ou électricien, il va falloir faire vos gammes, il va falloir vous entraîner. Vous n'allez pas pouvoir devenir bon avant de vous entraîner et de faire des erreurs. Ok, très bien. Alors, je sais que vous devez aller sur BFM là tout à l'heure, c'est à 16h30, c'est ça? Ouais, c'est Donc vous devez ça. préparer des choses Bah, avant, etc. Est-ce que vous avez le temps Dites-moi encore? combien il y a de questions, comme ça je réduis peut-être le temps des réponses s'il y a beaucoup de questions. Il peut y en avoir pas mal. Je sais pas, je sais qu'il y en a, mais je sais, j'en ai, parce que je les ai pas toutes sous les yeux. Je vais vous en poser, vous répondez, puis quand vous devez partir, bah, vous m'indiquez, c'est tout. Hein. D'accord. Ok. Alors, je vais revenir. Alors, bah, si vous avez des questions que j'ai pas vues, hein, parce que j'ai voilà, du recul sur les 15 dernières minutes sur le chat, mais il y en a qui ont dû être postées avant, etc. N'hésitez pas à les copier-coller en allant dans la partie archive et à me les remettre. Et donc, c'est des questions à poser à Fabrice Coustet, donc responsable de CMC Market France. N'hésitez pas à l'indiquer, je lui transmets en direct. Euh, alors, bah justement, Thiel qui demande, mais vous y avez en partie répondu, si vos CFD ont toujours une contrepartie. Vous avez dit, tant que c'est des petits montants, oui, il n'y a pas de problème. Quand ça devient les plus gros montants, après, vous devez trouver une contrepartie. Donc, mais quoi qu'il arrive, est-ce que vous avez toujours une contrepartie ou ça vous arrive d'être nu, justement, comme vous l'avez précisé, parfois sans couverture? In fine, hein, vous savez, il y a cette espèce de rumeur, de légende qui dit que le market maker gagne de l'argent quand les clients en perdent. In fine, je pense que il y a eu des faillites retentissantes de gens qui ne se sont pas couverts. CMC Market, on est là depuis 1989. Donc, il y a eu pas mal d'acteurs, surtout sur le marché anglais, dans ce système de CFD spread betting, qui ont disparu parce qu'à un moment, ils ont joué contre leurs clients, clairement. Donc, ils ne sont pas du tout couverts leur position. Le problème, c'est qu'à un moment, si vous avez un client qui une grosse. Enfin, on parle de gens qui commencent à avoir une certaine surface, hein, mais avec l'effet de levier, qui prennent une position, je sais pas, sur plusieurs dizaines de millions d'euros-dollars, qui gagnent et que vous pouvez pas assurer derrière parce que vous n'avez pas suivi le mouvement et pas suivi le trade, ben derrière vous êtes en faillite. Donc un market, s'il y a des petits ordres, vous voyez, parce que quand on a démarré le bureau français, il y avait une poignée de clients. Je suis pas sûr que les gens soient toute la journée à regarder combien de cas qui passaient. À la table de trading, ils devaient se couvrir directement avec du stock, du l'Eurostoxx 50, voilà, plutôt que d'acheter des contreparties de Total, d'Alcatel, de toutes les actions françaises. Bah, ils achetaient directement du CAC ou ils en vendaient pour se hedger. Vous voyez, donc il y a beaucoup de façons et c'est assez compliqué la manière dont on fait le hedging. Mais le but ultime, et c'est très contrôlé en tout cas chez nous, c'est de surtout pas mettre la société en danger en ne couvrant pas les positions des clients. Donc voilà, et je crois que l'ensemble des courtiers régulés n'a aucun intérêt à faire ça. Pour les brokers exotiques, c'est complètement opaque, c'est complètement différent. À la limite, ils peuvent mettre la clé sous la porte, ils se recréent le lendemain avec un autre nom, les XForex vont devenir ABC Forex, les GFC vont devenir GFT, bon bref, vous voyez. Mais un courtier régulé qui a pignon sur rue, qui sont maintenant en plus des sociétés cotées, donc c'est assez transparent, il n'y a absolument aucun intérêt à se mettre en danger et donc à pas couvrir les trades des clients. Un mot à propos de WordSpread, donc qui était du spread betting qui vient de faire faillite. Là, vous avez eu des échos par rapport à ça? Bien sûr, ouais, déjà le site marche plus, voilà, ils ont plus accès à leur compte, donc là ça a été assez brutal hein, cet arrêt, puisque je tiens à préciser d'ailleurs pour le coup que c'est pas du tout, enfin une enquête est en cours, apparemment ça viendrait pas du trading, c'est-à-dire justement pas une erreur dans les books ou sur les couvertures, mais une fraude financière et comptable. Donc on en saura sûrement un petit peu plus. Ce qu'on regrette, enfin ce que je regrette moi, puisque je suis engagé et je suis du côté je suis partie de l'association du courtage en ligne et avec tous les brokers, c'est que ça fait du mal à l'industrie. C'est-à-dire, il y a eu quelques faillites. Bon, on est dans des marchés difficiles, mais une fois de plus, ça jette un peu d'huile sur le feu. Déjà, c'est un produit qu'on a du mal à marketer parce qu'il y a les brokers exotiques qui vous promettent pardon, monts et merveilles, un peu n'importe quoi. Vous avez vu ces bannières, devenez trader en 3 heures, gagnez 5000 euros avec 100 euros. On se bat vraiment contre ça. Parce que ça génère une mauvaise image. En plus, quand il y a un courtier qui, pour une fois, en plus faisait quelque chose d'assez innovant, WorldSpread, c'était en fait du spread betting adapté, c'est-à-dire que vous
vous pariez en points, voilà, vous pariez 10 euros le point de CAC, si ça montait, bon, c'était très proche des CFD. Bref, c'était un confrère. C'est dommageable parce que surtout, bah voilà, il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent sur le carreau. Ça fait de la mauvaise publicité à tous nos produits et à l'ensemble de l'industrie. C'est valable, mais malheureusement, bah, à ce qui s'est passé dans les bureaux à Londres. Donc vraiment, et ils ont appris la nouvelle. Hein, toute l'équipe a appris la nouvelle de manière extrêmement brutale. C'est des gens. Bah voilà, hein, on est nous un petit peu en mode aujourd'hui très proche avec nos clients. On est là pour développer du business. Et du jour au lendemain, on vous annonce que vous avez plus de boulot parce que bah, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est très très dur. Mais voilà, je pense aussi aux clients aujourd'hui. Bah, s'il y a des gens de WorldSpread qui cherchent un courtier, je les invite évidemment pas à signer tout de suite, mais à nous rencontrer. Voilà, à voir ce qu'on peut proposer. À bien vérifier pour les autres qui se posent la question est-ce qu'il faut aller sur les CFD, à bien vérifier chez qui vous allez, quelles sont les garanties, où c'est que vous mettez votre IT. Ils sont ségrégés, c'est-à-dire ils sont compartimentés et strictement compartimentés, c'est-à-dire que la société, pour faire tourner son activité, ne se sert pas de votre argent et ne met pas de votre argent sur la table de trading. Ça, c'est un point fondamental, mais c'est quand même hyper important. Donc la ségrégation des comptes, c'est une obligation. Par contre, je précise, c'est une obligation pour les sociétés régulées, FSA et AMF Banque de France. C'est pas forcément le cas pour encore une fois, les courtiers qui sont à Malte ou à Chypre ou en Israël. Donc faites attention parce que là, on n'a vraiment aussi aucune traçabilité sur les avoirs. Alors bah, justement, là par rapport à la régulation FSA, pour en finir avec l'affaire WorldSpread, a priori, donc les courtiers qui sont régulés FSA et leurs clients, bah, justement au niveau de leurs clients, leurs fonds sont sécurisés jusqu'à 50 000 livres sterling, il me semble. Donc est-ce que ça va être le cas justement, bah, WorldSpread qui était régulé par la FSA, donc théoriquement, tout client qui avait un compte en dessous de 50 000 livres n'a pas de souci à se faire a priori. Non, tout à fait. Alors, ce qu'il faut se comprendre au niveau de la FSA et CMC est contributeur à ce fonds. Alors, ça pénalise d'ailleurs CMC parce que nous, on a déjà payé à ce fonds et il faut contribuer à chaque fois qu'il y a une faillite. Et en fait, c'est l'ensemble des courtiers qui sont régulés qui vont payer pour les pots cassés. Voilà, donc cet argent va être évidemment redistribué aux clients. Ils sont couverts à hauteur de 50 000 pounds. Donc bah, les forces sur le GBP pound, sur le GBP euro GBP vont faire la conversion, c'est à 60 000 euros grosso modo. Donc le problème c'est quoi? C'est les gens, les quelques-uns qui avaient beaucoup plus que ça sur leur compte. Puis il y a peut-être des gens qui avaient 100 000, 200, 300 000 euros. Ben, eux, ça va être compliqué, c'est de la procédure, ça va être long et pénible. Bon, après, la majorité des clients, j'imagine, voilà, sont sur des montants compris, voilà, jusqu'à 50 000 euros. Je pense que ça sera le gros des clients. Donc le gros des clients sera remboursé grâce à ce dispositif et c'est un bon filet de sécurité. Encore une fois, voilà, attention, d'où l'intérêt de choisir vraiment un courtier qui est régulé et avec un niveau de protection maximum. Donc la FSA plus l'AMF, c'est vrai que ça commence à être bien. Ok, merci pour la réponse par rapport à WorldSpread. Alors, ici, remercie Fab, était intéressant. Voilà, alors au niveau du spread, il y avait quelques questions en fait. Est-ce que en fait le spread, alors a priori c'est ça. En fait désolé, excusez-moi de vous couper. Je prends, si ça vous ennuie pas, si vous pouvez prendre 3 questions parce qu'après je vais devoir filer à 16h. Au niveau du spread, on rend l'antenne, donc je vais essayer de répondre assez rapidement aux 3 dernières questions. Ok, le spread il est pris 2 fois, c'est ça? Par trade, c'est-à-dire une fois à l'aller, une fois au retour. Enfin, une fois quand on prend la position, une fois quand on la clôture. Non, il est pris qu'une seule fois. Alors, je vous explique, vous avez toujours l'écran, je pense, sous les yeux. Oui. On reprend donc l'euro-dollar, 1,33, 1,34,2, 1,34,9. Donc on est bien à 0,7, qu'une seule fois. Mais après, au moment de la clôture, on va être exécuté à l'autre patte, justement. Donc, ce qui fait qu'on va le repayer implicitement, non? Non, là, on prend l'exemple où le prix est figé. Vous achetez votre produit 33,7. Donc 1,32, 33,7. Et immédiatement après, vous dites non, mais c'est pas ça que je voulais faire, je me suis trompé. Vous allez le vendre 1,32, 33,00. D'accord? Donc vous perdez le spread. Tout à fait, oui. Donc vous avez ouvert une position, vous l'avez fermée, et vous ne payez que 0,7. Donc en fait, le prix, le spread, il est payé qu'une fois, et il comprend, c'est ce qu'on appelle round turn, c'est-à-dire votre trade acheté et vendu. Donc vous avez compris que pour gagner de l'argent, il faut rattraper le spread
au niveau de la patte inverse à celle que vous avez faite. Ok, Voilà, donc pour répondre à la question de manière très simple, une seule fois, vous payez de frais une seule fois. d'accord, ok. Alors, ok. Alors, encore deux questions donc. Donc, ça on avait vu. Pourquoi ok, ok, ok. Donc, ça on avait vu. L'industrie. Je sais pas, quel est. Ah voilà alors, une autre question, quel est l'intérêt d'être market maker plutôt que no dealing desk bah après vous pouvez pas le faire parce que c'est du CFD, je suppose que ça va être ça la réponse, ça va être rapide, mais ça c'est voilà par rapport à justement des brokers plutôt spécialisés dans le forex qui se vendent être no dealing desk, c'est quoi Comment dire, c'est un peu galvaudé, je sais qu'ils basent leur communication là-dessus. Euh, donc no dealing desk, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous auriez accès directement au prix de marché, au prix de gros sans intermédiaire. À ce moment-là, quel intérêt à avoir une société qui vous propose ça? À un moment, il faut comprendre que dans tout business, il faut des commissions. Il faut rémunérer, même si c'est faible, il faut une commission parce que sinon vous n'aurez pas de service ou il y a quelque chose qui va pêcher quelque part. Donc il est hyper important de savoir comment votre courtier gagne de l'argent. Après, sa méthode, comment il fait son prix, etc. Je dirais, tant que vous êtes assuré de pouvoir rentrer sur un trade, le déboucler de manière simple, efficace, sans trop de frais et sans slippage, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'écart monstrueux entre le moment où vous cliquez et le moment où vous sortez, c'est parfait. Voilà, c'est vraiment les choses à vérifier et tester justement encore une fois sur des montants au début petits et puis augmenter les positions ensuite. Mais sachez que de toute façon, tout autant, enfin toutes les sociétés, bah, il y a un modèle à respecter, il y a des règles de couverture, il y a des gens à payer, donc il faut qu'à un moment il y ait une commission qui tombe et il y ait des spreads qui soient là, hein. Donc après dire qu'on est complètement en direct sur le marché, il y a toujours quelque part une intervention du courtier pour calculer ou recalculer un prix. Ok, très bien. Pablo qui demande si dans les bureaux en France ce sont des traders ou des commerciaux. Alors moi-même je pense que j'ai la réponse, c'est a priori plutôt des commerciaux et votre salle de marché réelle, donc au niveau des couvertures, du book, etc. c'est à Londres, c'est ça? Oui, tout à fait. Enfin, c'est un peu plus que des commerciaux, ça fait un peu, ça fait un peu les commerciaux dans l'angle. Bon, c'est plus, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je cherche des gens polyvalents. Le bureau est en expansion, donc il y a peut-être des gens dans les auditeurs qui seront intéressés par nous rejoindre ou envoyer des CV. C'est non seulement des commerciaux, donc des gens qui ont le sens du client surtout, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est pas juste proposer une plateforme, dire qu'on est les plus beaux, les meilleurs. Ouais, c'est la vérité, bien évidemment, hein. Mais non, plus sérieusement, c'est vraiment des gens. Après, moi, je veux des gens qui sont passionnés par les marchés, comme je le suis, qui sont capables d'expliquer à un client, voilà, quelques notions de marché pour les aider dans leur trading et qui vont eux-mêmes animer des actions de formation, des séminaires, des webinaires. Donc, c'est vraiment des gens qui sont très polyvalents, en plus d'être sympas, souriants et bien informés sur les produits qu'ils vendent. Voilà, après pour répondre, vous avez raison, tout le trading, il n'y a pas de salle de trading ici, c'est pas les books sont à Londres et c'est une petite alors l'adresse est belle, 37 et puis il y a des gens devant des écrans monstrueux qui regardent les cours toute la journée pour couvrir tout ça. Donc c'est un autre métier. Ok, ok, ok. Donc là du coup, ouais, vous avez plus le temps pour une dernière question? Allez, la dernière, Ok, Fabien, on y bah en va. plus ça vous concerne spécifiquement, donc c'est Nico qui demande les nouveautés sur la plateforme, votre prochaine plateforme, parce qu'a priori vous allez sortir une nouvelle plateforme en France, c'est ça? Ouais, alors Nico, il est bien informé, ou alors il a peut-être regardé le site anglais cmcmarkets.co.uk ou cmcmarkets.com. Vous avez remarqué qu'on est sur un logo un petit peu différent, etc. Ça accompagne en fait le rebranding. Alors on ne sait pas, ça arrivera peut-être un peu plus tard dans l'année ou l'année prochaine. Il y a une nouvelle plateforme qui est tout iPhone, iPad, iTouch compatible. Euh, pour l'instant, on n'a pas de date, donc on a arrêté d'en parler. Euh, Celle que vous avez à l'écran actuellement, c'est Market Maker, c'est celle qu'on utilise aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que même en Angleterre, ceux qui pourraient avoir la super nouvelle plateforme, ils restent sur Market Maker. Bon, un, parce que les gens n'aiment pas trop changer leurs habitudes, mais deux, surtout parce que une fois qu'on est habitué, elle est un petit peu austère, celle que vous avez actuellement à l'écran, mais elle est vraiment, une fois qu'on l'a prise en main, assez agréable d'utilisation, facile, et donc nos plus gros traders, enfin les plus gros clients de CMC, continuent à utiliser cette plateforme qu'on a développée, et il y aura des nouveautés d'abord sur cette plateforme avant qu'on migre
sur la nouvelle. Donc voilà, pour plus d'informations, encore une fois, n'hésitez pas à la télécharger. C'est entièrement gratuit. Vous pouvez la tester pendant 14 jours sur tous les produits. Leur action PEA, déjà à pas sortir de leur PEA, gardez-le précieusement parce qu'il y a un avantage fiscal. Mais à tester parce que vraiment aujourd'hui, je suis persuadé qu'il faut apprendre des nouvelles techniques et s'approprier les outils des professionnels. Et c'est une plateforme de professionnels. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Fabrice. Et puis bah donc on pourra vous écouter dans quelques minutes maintenant sur BFM, enfin dans une demi-heure. Bah merci pour tout, vraiment c'était très complet. Vous avez répondu à tout ce qu'on a demandé et avec voilà vraiment de manière très complète et vous avez poussé certains sujets etc. développé donc c'est vraiment excellent. Je pense que tout le monde a apprécié votre intervention. Et puis On est content de poster nos vidéos sur le CAC, sur le site ou de les voir répercutées. Et puis on pourra peut-être, le format a été un peu long, mais sur des interventions plus courtes, pourquoi pas se contacter, faire des interventions. Moi je suis tout à fait ouvert à ce genre de chat en direct avec vous. Merci Vidéo Bourse. ok, merci beaucoup, à bientôt. Au Au revoir. revoir. Voilà, donc je sais pas ce que vous avez pensé, quand même c'est vraiment très bien hein, de leur part, hein, et de la part de Fabrice notamment. Alors je vous laisse le lien vers CMC Market sur le chat pour ceux qui sont intéressés pour prendre plus d'informations par rapport à CMC Market, éventuellement ouvrir des comptes démo, etc. Donc voilà, je vous ai mis le lien sur le chat écrit. Donc moi je vais continuer le trading derrière. Je vais regarder les derniers messages qui avaient été postés par rapport à Fabrice. Alors Luigi qui disait qu'il s'en foutait de World Spread, bon, tu t'en fous, mais c'est quand même un sujet important, enfin important entre guillemets, c'est le sujet du moment, on va dire, au niveau des brokers, etc. Voilà, comme il l'a dit, c'était quand même un gros établissement régulier fait ça, donc c'est intéressant de voir ce qui se passe derrière. Et donc lui, il a parlé d'un fonds, etc. On va voir si ça se met en place. Alors, le CAC 40 vient de toucher 38%, là, va-t-il rebondir sur un retracement partant des plus bas du 6 mars au plus haut du 16 mars? Alors on va voir ça, alors a priori ça a bien décroché du côté du CAC. Alors l'euro-dollar repart à la baisse, donc moi je suis à la vente, hein, donc ça se passe bien pour moi sur l'euro-dollar actuellement, aussi bien sur le compte moyen terme que le compte court terme, donc le compte réel en l'occurrence, et sur les marchés actions. En journalier on est bien baissier, alors du 38.2, de quel mouvement? Là je le vois pas vraiment, c'était Francky qui disait ça. Ok, ça on avait vu. Demande-lui quel est l'avantage du CFD contre un futur, on avait déjà dit trader. Nico qui disait Fab, demande-lui une nouveauté, ça on avait vu. Ouais, alors Luigi, non mais il sait pas la preuve, il sait pas répondre. Luigi c'est pourtant clair, tu paies le spread une fois, mais ton broker le capte deux fois. Discussion close, disait Luigi. Je sais pas, après, là ce qu'il a donné comme explication, c'est vrai que peut-être que c'est fait en deux fois, mais par contre 0,7 il le prend qu'une fois parce que même moi là par exemple sur Honda, si je prends un trade et que je le coupe, là il va être, je vais me prendre que 1,2 et pourtant j'aurais ouvert et fermé. Après, là où j'hésite, c'est au niveau de l'exécution quand on touche des ordres des stops, donc des take profit ou des stop loss en attente. Si on est exécuté par l'autre branche, et j'avoue que c'est pas très clair pour moi, alors que ça fait longtemps que je suis sur les marchés, donc je comprends qu'il y ait de la confusion de ce côté-là. Donc il n'y a pas de problème. En tout cas, la réponse c'était que c'était pris qu'une seule fois de la part de Fabrice. Là, Luigi qui disait tu payes le spray une fois, voilà, ça on avait vu. Alors 1364, c'est pas la peine d'en rajouter une couche après. Hein, on peut tous faire, même si c'est une erreur, on peut tous faire des erreurs, donc c'est pas très grave. XOXO qui disait double bottom se confirme enfin en H4. Dommage, il s'effondre, Luigi. Alors ils ont toujours du mal à il a toujours du mal à comprendre le spread, disait Frag. Il confond le no-dealing desk et le spread, disait Vincent. Eurodoll plouf. Alors on va aller regarder ça. Moi je suis à la vente sur Eurodoll, donc ça tombe bien pour moi cette accélération baissière. Et du coup ça fait du bien après plusieurs journées difficiles pour le compte. Comme vous pouvez le suivre, on a actuellement 24 euros de profit sur Eurodoll. Et on en profite bien. 24 euros en tout et donc 26 euros sur Eurodollar. Après je suis positionné à l'achat sur l'or et à l'achat sur le GEP GPY, donc la livre sterling face au yen. 835 euros d'équité. Donc là ça se passe vraiment bien, je laisse courir pour le moment, les acheteurs tiennent clairement en main ce marché, je suis pas pressé, j'arrive à capter un mouvement, je n'ai pas envie de clôturer trop rapidement. Donc pour le moment je laisse courir, je suis très bien, je vais essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se dit. Alors déjà est-ce qu'il y avait de la nouvelle? Il est actuellement 16h03, à 16h est-ce qu'on avait de nouvelles? Alors à 15h30 on a eu les stocks d'essence, mais non, sinon on n'avait pas de nouvelles particulières. Est-ce qu'il y a de l'information qui vient de tomber, des dépêches? On va les regarder sur Boursorama, également sur Market Watch, s'il y a eu des choses de ce côté-là. 2012 lift up for housing, sell existing.
plus 0 € égale la tête à Toto. Alors, Grande-Bretagne, baisse controversée de 50 à 45% du taux d'imposition des hauts revenus. Le ministre britannique des Finances, George Osborne, a annoncé mercredi une baisse très controversée du taux marginal d'imposition des hauts revenus qui passera